Elle a 20 ans? Elle a 21 ans, oui. Ah. Mais c'est une petite fille heureuse, hein. Bienvenue dans Domino, Bruno Solo. Merci Florence. Un grand plaisir de vous recevoir. C'est gentil, moi aussi je suis. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Ouais. Alors, vous êtes acteur, scénariste, réalisateur, producteur, et vous avez marqué la télévision et le cinéma de Caméra Café sur M6 avec Yvan Le Bolloc, où vous étiez l'inoubliable Hervé, à La Vérité si je mens dans le rôle d'Ivan Toiti, ou encore dans les films Grève Party et Jet Set. Vous avez également produit Kaamelott, une série devenue culte sur M6 et dans laquelle vous étiez aussi acteur. Hein. Oui, enfin, j'étais dans la boîte de production qui produisait Kaamelott. Je peux vous assurer que vous êtes aussi productrice de Kaamelott que je ne l'ai été. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Alexandre Astier qui chapeautait absolument tout. Et moi, voilà, il l'a fait avec une boîte dans laquelle j'avais des parts. C'est pas tout à fait pareil. Moi, je me suis appuyée sur les articles que j'ai lus et les journalistes vérifient pas. Oui, c'est les résumés un peu rapides. Vous aussi un peu. Bon, alors, mais Bruno Solo, c'est quand même à la télévision que vous nous surprenez en incarnant Pierre Mendès France, l'ancien président du Conseil sous la 4e République. Et là, vous révélez une dimension d'acteur dramatique avec une finesse de jeu, n'est-ce pas ? Mais dans la comédie aussi, il y a de la finesse de jeu. Alors, on vous retrouve aussi sur France 5, dans un autre registre, celui de passeur d'histoire, avec la guerre des trônes et les aventuriers de l'Égypte antique. Et là encore, vous nous embarquez avec un talent de conteur qui fait dialoguer fiction et documentaire. Ouais. Alors, cher Bruno Solo, entre vous et moi, il y a ce vase rempli de dominos noirs et de dominos blancs. Et dans un moment, je vous demanderai d'en piocher un. Alors, si vous piochez un domino blanc, nous commencerons par l'interview. Ah donc il faudra que je fasse comme ça, je suppose. Ouais. Non, c'est ça. Vous fermerez les yeux. Ouais, c'est ça, pour vous pas concentrerez, vous fermerez les yeux. Je fais du repérage avant. Vous tirez un domino blanc sur noir, l'interview lumière, pour éclairer vos joies, vos bonheurs, votre philosophie de vie, etc. Vous connaissant Florence, il y a un moment, il faudra quand même que j'en chope un noir. Et le noir, et de toute façon, on enchaînera sur l'interview noir sur blanc. Mais si vous tirez un domino noir, eh bien, nous commencerons par l'interview noir sur blanc, c'est-à-dire pour explorer votre part d'ombre. Le séjour secret du clair. Voilà, vos doutes, vos blessures, vos failles. Mais elles sont aussi dans les parts heureuses. Les doutes et les failles font partie de ce qui nous constitue. Et je crois que c'est tout aussi important que les moments lumineux. Donc on verra bien. On va en parler. Je vais m'en remettre au hasard. À droite, sur la petite table, un masque, c'est votre joker. D'accord. Si toutefois l'envie vous prend de ne pas me répondre le visage découvert, d'accord, faites comme bon vous semble. Ah oui, je me cache, mais je réponds quand même. C'est ça l'idée ? Oui, par exemple. Ah oui, oui d'accord. Voilà. C'est un pur artifice, quoi. Vous savez presque tout, Bruno Solo. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous concentrer et de piocher un domino. Je vais me mettre honnête parce que j'ai repéré les places et tout, donc je vais en remettre au hasard. Ah, un blanc. Interview blanc sur noir. Je le remets dedans ? Oui, donc interview lumière. Alors, cher Bruno, moi, je trouve que vous êtes un homme aimé du grand public, un homme populaire, mais alors j'aimerais bien savoir quelle relation vous entretenez avec vous. Et je vais vous demander de vous regarder dans le miroir, de prendre ce miroir, de vous regarder. Et vous allez me dire si l'image que vous y voyez, c'est vraiment vous. En tout cas, elle est cohérente par rapport à ce que j'ai voulu faire et aux souvenirs que j'ai du petit enfant que j'étais et qui était motivé par l'envie de
de faire ce métier, entre autres, mais avant même de le verbaliser ou de l'articuler, de tout simplement d'être un enfant libre, un enfant pas soumis à une autorité, si ce n'est celle que je peux choisir à l'occasion. Il y a quand même des autorités qui nous font avancer, mais je pense que je suis assez en cohérence avec ce que je voulais être. D'accord. Vous savez ce que disait Cocteau ? Cocteau disait... Il a dit beaucoup de conneries, mais il a dit des trucs formidables. Mais non, je déconne. Je trouve la citation jolie. Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu avant de renvoyer les images. Ouais, c'est très beau. Ça vous sied ? Oui, c'est très beau. C'est du Cocteau dans toute sa splendeur. Il a travaillé toute sa vie sur l'idée du miroir, de l'autre côté du miroir. Voilà. Bono Solo. Ouais. Mais regardez-vous encore une fois. Non, mais je ne me regarde pas. Oui. Je joue le jeu. Mais cet homme que vous apercevez, là, vous l'aimez un peu, beaucoup, passionnément ? Oh non. On ne peut pas s'aimer passionnément, autrement, je ne suis pas narcisse à ce point-là. Non, pas du tout non plus. Non, je m'aime comme je suis au moment où je le suis, et des fois je me trouve plus ou moins en accord avec moi, et puis il y a des moments où j'ai envie de me mettre des gifles, mais comme tout le monde. Enfin, je veux croire comme tout le monde. En ce moment, vous êtes copain avec vous-même ou ennemi ? Oui, je suis plus copain avec moi que ceux qui sont susceptibles de me faire travailler, par exemple, dans le métier d'acteur que j'exerce depuis maintenant presque 40 ans, le sont vis-à-vis de moi. Mais avec le temps, êtes-vous devenu plus indulgent avec vous-même ? J'ai appris à vivre plus facilement avec quelques locataires un peu compliqués qui sont à l'intérieur de ma carcasse. Ça, on y viendra. Mais voilà, la partie sombre. Mais c'est pas la partie sombre du tout. Je la considère pas comme telle. Donc, j'ai appris à vivre avec eux. Donc, mes indulgences d'hier sont plus évidentes aujourd'hui. Oui, mais par exemple, aujourd'hui, vous êtes plus indulgent avec vous. Sur quoi, par exemple ? Mais je ne sais pas vous répondre, Florence, parce que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir été à ce point toxique vis-à-vis de moi-même ou des autres pour poser l'indulgence comme un joker, par exemple. Mais qu'est-ce que vous avez appris à aimer en vous au fil du temps ? Il y a des choses, en fait. Oui, ça c'est plus juste, ouais, effectivement. Qu'est-ce que j'ai appris à aimer en moi ? Je pense à accepter que mes doutes étaient tout aussi constructifs que mes certitudes. Mes certitudes s'enfuient au fur et à mesure que je vieillis, et je comprends que ma joie d'apprendre, par exemple, elle est plus grande que celle de savoir. Ouais. Et longtemps, je voulais savoir sans comprendre même les mécanismes du savoir. Aujourd'hui, du haut de mes 62 ans bientôt, eh bien, je suis totalement convaincu qu'apprendre est bien plus intéressant et surtout bien plus lucide que de savoir. Donc là-dessus, je m'apprécie plus parce qu'avant, j'étais en lutte avec cela et aujourd'hui, je ne le suis pas. J'accepte de me tromper, de chuter, d'être dans le doute, d'être dans le flou, de rien comprendre. Mais en revanche, avant, quand ça me bloquait, que ça me sclérosait presque, ou que ça me submergeait, maintenant, au contraire, ça me pousse au cul et je me dis, c'est pas mal, ça va t'obliger à regarder le monde un peu autrement, les autres, mieux écouter, effectivement. Et quand rien ne va, où trouvez-vous la lumière ? Non, quand rien ne va, moi. Rien ne va. Il n'y a pas une phrase à laquelle vous vous raccrochez pour retrouver le courage, la force. C'est jamais. Je suis jamais dans un état où je me retrouve carpette quand même, il faut pas exagérer. Mais quand rien ne va, je me dis que c'est un passage obligé et je fais avec, en espérant qu'il va pas durer longtemps. Et pour ça, je me bagarre. Je me bagarre pas mal. Je suis un gros bagarreur. La dernière bagarre, elle remonte à quand ? La dernière bagarre, elle remonte... je ne sais pas. Elle est pas... Le quotidien, c'est ça. Hein, c'est des moments de fou rire et de doute dans la même journée. C'est pour ça, tout à l'heure, vous disiez la subtilité du jeu, la subtilité de mon jeu quand j'interprétais Mendès France ou d'autres personnages comme ça. Bizarrement, il est plus facile de faire appel, quand on construit un personnage dramatique, à des choses qui sont enfouies en nous, en faisant croire que, effectivement, c'est le personnage qu'il veut, alors qu'en fait, on fait appel à une part d'ombre que vous évoquiez tout à l'heure. Alors que dans la comédie, on est obligé de tout construire tout le temps. On est obligé d'aller chercher des choses qui sont artificielles, qui sont pas naturelles. La comédie, c'est presque plus de la technique que la tragédie. Et donc, du coup, paradoxalement, quand vous me dites la bagarre, je me bagarre plus
pour avoir envie de faire rire parce que c'est mon devoir sur scène ou par rapport à une scène, que lorsqu'en fait j'ai un rôle plus dramatique où je me dis tiens, je vais pouvoir me reposer et faire part de tout ce qui me bouffe, tout ce qui m'angoisse, etc. Et je vais me cacher derrière le personnage en disant c'est le personnage, ça n'est pas moi. Tandis que dans la comédie, quand vous n'êtes pas en forme, punaise, il faut monter les curseurs là où vous n'avez pas la force de le faire. Donc vous voyez, c'est un peu ambigu l'idée de la bagarre. Je me bagarre aussi, même quand je rigole des fois. Ah. Bah oui, parce que des fois ça peut être artificiel. Enfin artificiel, ça peut être plus fabriqué que mes larmes par exemple. Ou que mes angoisses. Vous pleurez facilement, vous ? Oui, je suis un grand pleureur. Je suis ultra sensible, moi on ne diagnostiquait pas à l'époque où j'avais l'âge où on diagnostique aujourd'hui les enfants entre 8 et 15 ans, on les diagnostique, TDAH, dysfonctionnels, etc. Et à juste titre d'ailleurs, longtemps on les a pris pour des cancres ou des paresseux, alors qu'en fait il y a plein d'enfants qui n'ont tout simplement pas les moyens neurologiques de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Moi je pense que j'étais un peu un enfant comme ça, et je suis ultra sensible, mais ultra sensible. La simple évocation d'un souvenir peut me faire venir les larmes, et même d'images, même qui ne me concernent pas directement. Oui, je suis un grand ultra sensible. On va revenir. On va rester sur l'image du bonheur. En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le constellant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle, et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous. De révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies, et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait. Qu'est-ce que vous avez compris d'essentiel dans la question du bonheur, sur le bonheur ? Qu'il était le ciment de l'existence, voilà, le ciment vers lequel, le chemin vers lequel il fallait tendre sans arrêt. Le bonheur, on passe par la fantaisie. La fantaisie, c'est ça, c'est le ciment de relations avec les autres. Si vous ne mettez pas de fantaisie, vous êtes vite submergé. Donc, de la fantaisie dans les rapports amoureux, la fantaisie dans les rapports amicaux, professionnels. Là, dans ce qui se passe entre nous, j'essaye de mettre un peu de fantaisie. Mais indépendamment de ça, c'est la quête. J'ai compris, en fait, le bonheur, que c'est la quête perpétuelle de petits instants très, très courts qui font le sel d'une journée, qui vous permettent d'envisager la suivante. Justement, une image de bonheur, là, qui vous revient. Quelques-unes. Moi, la plus classique que je puisse dire, c'est être père. Être père, vraiment. J'ai longtemps eu envie. J'ai été avec quelqu'un avant qui n'avait pas envie d'enfant. On s'est séparés pour diverses raisons, pas seulement celle-ci, mais parce que la vie, voilà, on a cessé de s'aimer. Et puis j'ai rencontré celle qui est encore aujourd'hui mon âme sœur, ma meilleure amie, la femme de ma vie, Véronique, et le bonheur de savoir qu'avec elle, j'allais construire une famille. Donc ça, c'est vraiment l'image du bonheur absolu. Après quand ça tombe sur le tapis, il y a des moments, tu vois, tu dis, merde, putain, on est tellement mieux sans les gosses. Mais voilà, ça, c'est l'honnêteté qui me pousse à le dire. Mais Bruno, vous évoquiez les petits instants de bonheur. Ah, ces petits instants-là. C'est ce que vous parliez de ces petits instants parfois qui font le bonheur. Ah, les petits instants qui font le bonheur, c'est la routine sacralisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, il y a certaines personnes qui ont peur de la routine, notamment dans le couple,
Et Véronique et moi, on n'est pas le seul, mais on fait partie de ceux qui faisons de la routine un moment sacré, c'est-à-dire la petite routine de se retrouver le soir après une journée de boulot et de prendre un verre de vin, de manger, de picorer quelque chose. La petite routine, on fait ce geste des fois avec Véro, la petite routine de savoir que notre fille qui vit encore à la maison, notre fille s'y vit plus à la maison, mais qu'elle est couchée, c'est ce moment où on est vraiment tous les deux et qu'on regarde le film qu'on avait envie de voir ou la série qu'on a envie de voir. Ces moments où on se dit, on n'a aucun compte à rendre, si ce n'est à nous deux, là, tout de suite, on n'a pas de dîner, on n'a pas d'injonction professionnelle, on n'a pas, voilà, sacraliser la routine, ça, c'est un des petits bonheurs que je trouve chaque jour. On aime beaucoup notre petite routine. Au bout de 26 ans, c'est quand même pas mal, non? Vous savez qu'Alexandre Jardin, on a fait l'un de ses romans. Hein, ouais. Oui, je sais. Je sais qu'Alexandre Jardin en a fait un de ses romans, mais il y a d'autres écrivains avant lui qui en ont parlé aussi. Et Bruno Solo, est-ce que vous avez le sentiment que l'excès de bonheur se paye un jour? Non, je pense pas qu'il se paye, c'est qu'il vous... c'est qu'il se... C'est pas qu'il se paye, c'est qu'il il vous submerge tellement quand vous êtes uniquement sous la lumière, sous les projecteurs du bonheur, je ne sais pas comment dire. Le jour où il disparaît et que vous oubliez tout ce qui se passe autour, le jour où il disparaît, le jour où la lumière s'éteint, effectivement, ça fait plus mal. Faut toujours se préparer, même quand on est dans des périodes extrêmement heureuses, toujours rester un peu en alerte et vigilant du moment où ça va. C'est la montagne russe, quoi. Hein. Oui. Ça grimpe, ça va. Quand ça plonge, vous flippez un peu. Donc, trop de bonheur peut se payer dans le sens où, effectivement, s'il vous aveugle, voilà. C'est comme l'amour. L'amour, ça, on dit l'amour rend aveugle. Non, la passion peut rendre aveugle. Et pourtant, la passion, ça peut être le bonheur aussi. Mais l'amour, il rend clairvoyant. Et si vous êtes amoureux, vous êtes clairvoyant, donc vous gardez la bonne distance avec un bonheur qui peut vous aveugler. Il me semble. Oui. On va faire appel à Jacques Dutronc, l'ami Jacques Dutronc, qui a dit un jour: je suis pour l'augmentation du goût de la vie. Vous aussi, vous militez pour cette augmentation-là? Oui. C'est la définition de l'épicurisme, de l'hédonisme élevé au rang d'art. C'est magnifique de dire ça. Et en plus, de la part d'un type aussi que je connais pas, mais que je connais au travers de son œuvre, de ses interviews, de ses chansons, évidemment, mais qui met toujours une sorte de distance un peu ironique sur les choses. Je trouve ça magnifique. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a écrit ou Lanzmann. Ou Lanzmann, qui était son parolier. Non, c'est Dutronc. Mais c'est du Dutronc, de toute façon, il avait un esprit d'une finesse. Enfin, il l'a toujours. Bien sûr. Mais vous pensez que l'époque dans laquelle on est nous pousse plus à nous plaindre, finalement, qu'à savourer la vie, à nous réjouir d'être vivant, quand on a bien sûr la santé et un toit? Oui, mais ça... C'est difficile d'être totalement épanoui aujourd'hui. Et là, ça, je m'en rends compte, sans tomber dans de la nostalgie ou de la mélancolie un peu facile. Moi, je me rends compte à 60 piges que je préfère avoir eu 20 ans quand je les ai eus que mes enfants qui l'ont 21, 26 ans aujourd'hui. Je pense qu'on était mieux outillés pour envisager l'avenir qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, je trouve, effectivement, il y a un poète qui disait « Le pessimisme est une humeur, l'optimisme une volonté ». C'est bien. C'est bien, parce qu'effectivement, être pessimiste, c'est facile de baisser les bras, de dire « Ah putain, ça sert à rien », être nihiliste et tout. L'optimisme, c'est être lucide sur le monde, mais se battre pour le rendre meilleur. Mais punaise, aujourd'hui, on nous demande beaucoup plus de nous battre, les bagarres sont plus difficiles, les débats sont plus manichéens, la nuance disparaît un peu. Donc, effectivement, c'est quand même un peu plus compliqué, il me semble. Si on est honnête et lucide, c'est bien d'aspirer à un quotidien lumineux, pétillant, mais punaise, on est rattrapé quand même tous les jours. Alors peut-être parce qu'il y a trop d'infos, parce que les réseaux sociaux, parce que trop de choses, mais oui, moi il y a des jours où c'est difficile quand on vous dit ça va, de dire ça va sans avoir l'impression qu'on est purement égoïste. C'est difficile d'être totalement épanoui quand tu vois autour de toi, tiens, je vais voir vos dominos là. Des trucs qui tombent les uns derrière les autres, une chute qui en entraîne une autre, Si vous êtes au bout des dominos, vous dites punaise, ça va me tomber sur la gueule à un moment, quoi. Ouais. Mais bon, faut se bagarrer. Ouais. Et donc à vos enfants, qu'est-ce que vous leur dites? J'essaye de leur dire que c'est eux qui sauveront le monde déjà, c'est plus nous, c'est déjà trop tard, mais qu'il va falloir leur donner un petit peu les moyens et que effectivement en ce moment
on n'a ni les outils ni les armes pour leur donner tous leurs moyens. Donc, je les fais rêver au travers de belles histoires, au travers de la tendresse que nous avons tous les 4, avec nos chats, en plus, ça fait 6, les uns pour les autres, et leur montrer qu'effectivement, la force de la tendresse, de l'amour, de l'affection peut vous faire gravir des obstacles, voilà. Mais je vais pas vous mentir, Florence, il y a des jours où je les vois, je sens une inquiétude chez eux et j'ai pas les réponses. Et il m'arrive d'avoir le cœur serré et le ventre noué, de me dire, j'ai le sentiment que lorsque mes parents me rassuraient pour un avenir, ils trouvaient les mots plus facilement et j'étais plus à même de les entendre, ma sœur et moi par exemple, parce que nous étions aussi une famille de 4, qu'aujourd'hui, malgré tout, je suis volubile, j'ai un peu de vocabulaire et tout, malgré tout, de temps en temps, je me dis merde, je suis pas armé quoi, merde, je suis un peu court, voilà, je me sens un peu court quand je les sens eux un peu inquiets. Bon, après, voilà. Une bonne bouffe et un bon verre de vin, parce que voilà, mon fils il a 26 ans et ma fille de temps en temps elle boit un peu de champagne avec nous, donc voilà, on met un peu de bulle dans notre vie. Et qui de votre père ou de votre mère vous a appris en fait à sourire à la vie? Ma maman. Ma maman était plus légère, plus primesautière, plus sociable, plus facilement, elle s'immergeait assez facilement même dans des milieux qu'elle connaissait pas et tout. Elle demandait du boulot en tapant aux portes des librairies notamment parce qu'elle avait la passion des livres. Mon père avait beaucoup d'humour, mais c'était un homme plus grave, plus solennel, qui se projetait un peu plus, etc. Je tiens de lui, à ce que vous devinez chez moi, quelque chose d'un peu plus inquiet, mais je tiens de ma maman une certaine facilité un esprit un peu caméléon, une manière de m'adapter dans le monde et de ne pas me sentir totalement écrasé quand j'arrive dans un endroit même que je ne connais pas. Oui. Et ça, elle était très très chouette, maman. On la remercie, maman, on la remercie. Hein. Ah oui, hein? Elle me manque plus, puisqu'ils sont partis tous les deux, elle me manque plus au quotidien que mon père, parce que mon père, en fait, je suis la continuité assez logique de ce qu'il était et j'ai l'impression qu'il est en moi sans cesse quand je réfléchis, quand je prends des décisions, les bonnes, les mauvaises, mais quand je réfléchis à mon quotidien, au monde, aux autres, j'ai l'impression que mon père est vraiment là, présent, très fort. Ma maman, elle me manque pour les petits trucs désinvoltes, le coup de fil pour je t'ai vu à la télé hier, qu'est-ce que t'étais mal coiffé, tiens, qu'est-ce que t'étais mal habillé. Les petites choses aussi un peu plus légères, ce que mon père n'abordait jamais, parce que voilà, il trouvait que ça n'avait pas d'intérêt. Elle, ce qui me manque, c'est les échanges un peu futiles. C'est une futilité, mais nécessaire au quotidien pour le rendre un peu plus soyeux. Et vous sentez que parfois il vous protège? Oui. Même si je suis athée, agnostique et je ne crois pas. Vous ne croyez pas dans la vie après la mort? Non, j'y crois pas, mais en revanche, je crois aux traces que chacun laisse dans nos souvenirs et qui font que on ne peut pas... et qui font qu'on les fait vivre intérieurement. Bien sûr, les morts sont les invisibles, mais pas les absents. Pas de moi, c'est de Victor Hugo. Et George Sand a dit « Nous sommes les morts ». Oui, nous sommes, exactement. Ouais, c'est magnifique. Nous sommes effectivement l'accumulation de tous ces gens disparus, mais que nous honorons encore en parlant d'eux. C'est pour ça que j'adore parler de mes parents, d'ailleurs. J'ai l'impression de les rendre un peu en parler tout à l'heure. Dites-moi, j'ai découvert une chose. Vous avez imaginé devenir chef d'orchestre plus jeune? Ouais. Oui, c'est vraiment... Alors là, c'était l'imagination. Mais petit, je crois que le premier truc qui m'a totalement fasciné, c'était la musique classique me provoquait chez moi quelque chose une sorte d'élévation, comme ça quand j'écoutais Brahms non pas Brahms d'ailleurs, pas trop Brahms c'est plus tard, mais Beethoven, Mahler, Mozart, Bach évidemment, mais la musique symphonique notamment, Haydn, Beethoven, Mahler. Quand j'écoutais ça à la maison, parce que mes parents ils en écoutaient, j'étais absolument submergé par quelque chose de tellement puissant. J'ai l'impression, là, pour le coup, là, j'aurais pu croire en Dieu à un moment. J'ai l'impression que c'était plus fort que nous, que ça nous élevait, que c'était... Et donc, naturellement, parce que sur les pochettes des vinyles que nous avions à la maison, je voyais Claudio Abbado, Seiji Ozawa, Karajan, Furtwängler, parmi les plus grands chefs, ou Lorin Maazel, je les voyais et j'avais envie de le faire et j'ai dirigé toutes les symphonies de Beethoven à la maison devant ma glace avec une petite aiguille à tricoter. Une aiguille accrochée, parce que les aiguilles à tricoter étaient trop longues. Avec quel geste?
Avec les gestes les plus précis que je pouvais faire, ben voilà, en battant la mesure ici, en faisant ça, et ici en donnant l'impulsion aux cordes, aux percussions et aux cuivres, etc. Et en battant la mesure. Comme je suis gaucher, je le faisais à la main gauche, etc. Mais je les ai regardés, beaucoup imités, et à un moment, effectivement, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais être chef d'orchestre. Et comme je suis dyscalculique, c'est-à-dire incapable de comprendre le concept même des chiffres, même si les sciences me passionnent, la littérature autour des sciences me passionne, mais les chiffres, j'y comprends rien. Je peux pas faire une division. Puis je préfère les multiplications et les additions en règle générale dans la vie que la division et la soustraction, hein, pour plein de raisons. Il vaut mieux. Il vaut mieux. En multipliant, on gagne plus d'argent. Et voilà, mais pas seulement, on multiplie les amis aussi, oui, on additionne. Bien sûr. Mais bon, en général, oui. Sur l'argent, multiplier, additionner, pourquoi pas, mais surtout pas soustraire ou diviser. Ouais. Ça, moins déjà. Et vous, au fil du temps, vous vous additionnez. Beaucoup moins que vous l'imaginez, mais c'est un autre problème. Mais je suis un artiste pur, moi je n'ai rien, je n'ai accumulé rien du tout, je n'ai rien de côté, etc. Rien, mais je ne me plains pas. Vous n'êtes pas prié. Non, moi je vis bien lorsque je travaille. Lorsque je travaille, je vis très bien. Mais je n'ai jamais su. Je suis pas panier percé parce que je veux même pas des goûts de luxe, etc. Mais non, j'ai pas mis de côté, j'ai pas acheté, voilà, ouais. J'ai pris l'argent pour rendre heureux autour de moi ceux qui en avaient besoin, moi, et puis ceux que j'aimais. Mais je suis pas dans la merde, mais je suis pas non plus dans l'opulence. Ouais, et c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est pour laisser quelque chose justement à mes enfants. Donc ça, j'y travaille depuis quelques années un peu plus concrètement. Oui, on le remarque quand même. Hein. Ouais. Alors, vous évoquiez, vous avez mimé un Beethoven formidable. Oui, alors je disais, comme j'étais pas bon en maths, j'étais pas bon en solfège, donc j'ai vite abandonné cette idée. D'accord. Alors, justement, je voudrais vous soumettre les mots de Beethoven. Savoir si ces mots résonnent en vous. Alors, il a dit... La musique est le médiateur entre la vie spirituelle et la vie sensuelle. Ouais, bien sûr, il a raison. C'est Bach le premier qui l'a défini comme ça, mais effectivement, il a totalement raison. Mais de toute façon, Beethoven, en plus d'être un immense musicien, était un grand philosophe, et il a raison. C'est le point de rencontre entre, effectivement, la capacité à croire en une vie supérieure ou un être supérieur, ce que je n'ai pas, mais en tout cas, mais aussi, et effectivement, l'émotion qui vous transperce et qui vous traverse le corps et qui fait que tout vous semble permis quand vous êtes bouleversé par la musique. Et la musique permet de se connecter à son monde intérieur. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous laissez parfois échapper des larmes quand vous écoutez une symphonie de Oui. Aussi, une chanson de John Lennon, si, ça peut m'arriver. Ouais. Mais effectivement, le deuxième mouvement de la symphonie numéro 7 de Beethoven, l'Andante, voilà. Systématiquement, même là en le faisant, alors que je le fais mal, ça me met les larmes aux yeux. Il y a des mouvements, effectivement, où je me dis comment on peut sublimer à ce point la nature dans tout ce qu'elle a de plus... rendre une telle poésie avec quelques notes qui sont... Enfin, il y a 7 notes, quoi. Et ces 7 notes bouleversent le monde, encore plus peut-être que les... Oui, à peu près à égalité pour moi que les mots. Est-ce que vous diriez que je vous entendais là, sur ces 7 notes, la 7e symphonie de Beethoven, est-ce que vous pourriez vous faites revivre vos parents, par exemple, sur cette 7e symphonie? Non, pas sur cette musique-là, mais je sais qu'ils ont des musiques qui leur sont plus appropriées. Je sais que mon père, par exemple, c'était certaines chansons de Joan Baez. Ma maman, c'était plutôt Georges Brassens. Donc, effectivement, quand j'entends Les Passantes, je vois maman bouleversée par cette mélodie et cette chanson. Quand j'entends certaines chansons de Joan Baez, je me souviens de mon père qui, pour elle, c'était l'incarnation de tout ce qu'il aimait chez une femme, militante, belle, avec une voix extraordinaire, d'une pureté absolue, et puis une femme qui s'est battue pour les droits humains. Donc, voilà, elle était une sorte d'incarnation de tout ce qu'aimait mon papa. Donc, quand je l'entends, elle, et quand j'entends Brassens, voilà, ça me touche. Et d'ailleurs, pour ça que moi, j'ai une passion pour les deux. Ça, c'est un héritage de mes parents. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure le bonheur. Beethoven, quand il compose l'Ode à la joie, il est sourd. Ouais. De l'ombre, il fait surgir la lumière. Et il transforme l'épreuve en un coup d'éclat. Est-ce que cette victoire sur l'adversité, ça vous bouleverse? Bah ouais, Enfin, quelle plus terrible malédiction pour un musicien
de devenir sourd. Alors évidemment, il compose, il entend, il sait ce qu'il est en train de composer, mais il n'a jamais la joie, et en plus ça s'appelle l'hymne à la joie de Schiller, le poème de Schiller, il n'a jamais la joie de pouvoir l'entendre concrètement. Il le vit, il le sent par les vibrations et tout, et par ce qu'il imagine. Mais sait-il que ça a été peut-être mieux joué que ce qu'il n'avait imaginé lorsqu'il l'a écrit? C'est ça la force de l'interprétation. Karajan ou Abbado, ils jouent pas la 6e ou la 9e de Beethoven de la même manière. Et il aurait aimé sans aucun doute entendre diverses versions de la musique qu'il avait écrite. C'est aussi transformer une faiblesse, un handicap, en un succès. C'est une force qui me dépasse. Je sais même pas si j'en serais capable. Est-ce que c'est votre façon de faire dans la vie? Transformer comme ça une faiblesse, un problème difficile en succès? Oui, mais avec ce truc aussi stupéfiant que Beethoven, je ne sais pas si j'ai jamais vécu ça quand même. Mais à mon petit niveau, par exemple, on sait que beaucoup d'actrices et d'acteurs ont vaincu leur timidité grâce au fait d'interpréter un autre que soi. Beaucoup de dyslexiques, beaucoup de bègues, on arrive à transcender cela parce que tout d'un coup, on est un autre. Genre l'exemple de Francis Perrin, qui a longtemps été bègue et lorsqu'il jouait du Molière, on pouvait pas le soupçonner. Vincent Lindon, dont beaucoup de gens savent qu'il a quelques tics nerveux et lorsqu'il joue, ils disparaissent. Donc c'est assez fascinant. On a la chance de faire un métier où effectivement, de temps en temps, une faiblesse peut devenir, si ce n'est une force, en tout cas, disparaître. Voilà. Et moi, effectivement, qui ai eu une période de grande timidité, tardive, bizarrement, due à l'idée de l'imposture, de l'illégitimité, comme beaucoup l'ont. Mais moi, je l'ai eu parce que je suis un autodidacte, parce que j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait le conservatoire, j'ai pas fait de cours de théâtre, par choix au départ, et puis après, donc comme une sorte de côté un peu d'orgueil, un peu comme ça, je n'ai pas besoin de ça, moi je suis un fils de prolo, je ferai du théâtre dans la rue direct, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis quand j'ai été confronté au métier, professionnellement, là j'ai senti, ça m'a rendu timide, ça m'a complexé d'entendre certains de mes camarades, garçons comme filles, dire « Ah, j'étais dans la même promo, tiens, tu te souviens, on était dans la même école, on était dans la même année au conservatoire ou au cours machin, au truc. » Et Florent ou Simon. Et moi, j'en ai fait un complexe qui m'a tout d'un coup rendu timide dans mon expression de jeu. Et je me reconnaissais plus. Je me dis, j'ai jamais été fondamentalement timide. Peut-être que si. Je m'étais battu sans le savoir contre cette timidité grâce à ce métier. Et puis là, tout d'un coup. Et ça va un peu mieux. Mais tout à l'heure, pour en revenir à une question que vous avez posée au début de l'émission, effectivement, ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier d'avoir réussi à nouveau parce que c'est plus difficile de changer quand on est un peu plus âgé que lorsqu'on est jeune, encore corvéable, encore un peu souple. Là, quand je me suis rendu compte de ça, j'avais déjà une trentaine d'années. Et à 30 ans, on a déjà inscrit des choses. L'homme de 30 ans, je connaissais la femme de 30 ans, l'homme de 30 ans. Il y a 30 ans. Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction. Vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Mais je me dis que vous feriez un excellent Beethoven à l'écran. Donc si un réalisateur nous entend, nous regarde... Il y en a eu un magnifique, c'était Gary Oldman. Gary Oldman qui avait fait un magnifique Beethoven. En plus, physiquement, il lui ressemblait. Non, je ne lui ressemble pas du tout, mais même, c'est vrai que ça n'a aucune importance, la ressemblance dans l'interprétation. Finalement, on cherche mais je ne sais pas si je ferai un grand Beethoven, je ne sais pas. Mais on ne me le proposera pas. Mais vous êtes prêt, vous vous sentez prêt. Si on me le proposait, peut-être, oui. Mais ça n'arrivera pas, donc je préfère pas fantasmer sur quelque chose qui n'arrivera pas. Et Bruno Solo, pour clore cette interview Lumière, à qui pourriez-vous envoyer une étincelle de lumière? Vers qui irait-elle, cette étincelle de lumière? Aujourd'hui, là? Oui. À ma fille. À votre fille, à Angèle? Oui, parce qu'elle n'a pas tous les outils pour affronter la vie telle qu'elle est, parce qu'elle est elle-même
atteinte de dysfonctionnalité assez forte, qui rendent son quotidien un peu plus compliqué que pour d'autres. Je ne dis pas que c'est la seule, mais elle a ce fameux handicap invisible, mais qui l'empêche de s'épanouir ou d'affronter le monde avec, pas de courage, parce qu'elle est très courageuse, mais avec les mêmes moyens que d'autres. Donc, si je pouvais lui envoyer l'étincelle qui lui permette de trouver au moins ce qui la ferait bondir dans l'existence, qui la ferait vivre. Pour l'instant, elle n'a pas trouvé sa voie, elle a essayé plusieurs choses, et elle est tout de suite rattrapée par des choses qui la bouffent. Donc si je pouvais lui envoyer cette petite étincelle qui déclencherait chez elle l'envie de prendre l'envol qu'elle mérite de prendre, j'en serais ravi. Donc c'est à elle que je pense en premier, ouais. C'est moi qui suis émue, là. Elle a 20 ans ? Elle a 21 ans, oui. Ouais. Mais c'est une petite fille heureuse, hein. Elle est heureuse, elle est gaie, elle est curieuse. Elle est jolie, je l'ai vue. Ouais, et puis elle est curieuse et tout, de plein de choses, mais de temps en temps, elle a du mal à verbaliser, à argumenter, à dire ce qu'elle a au plus profond d'elle-même, parce que les mots viennent ou dans le désordre, ou avec difficulté. Donc quand elle sent qu'elle perd pied, petit à petit, elle s'éloigne des discussions, elle s'éloigne du groupe, elle s'éloigne même d'elle-même, et hop, elle va dans un isolement qu'elle assume, parce que ça fait des années qu'elle a cette stratégie-là maintenant. Mais voilà, elle a pas beaucoup de copains, pas beaucoup de copines, pour ainsi dire pas, ou alors de manière très furtive, et certains, parce qu'elle a un cœur immense, s'engouffrent dedans et le piétine un peu, sans le broyer encore, parce qu'on est là pour son frère, sa maman et moi, et nos 2 chats, on est là pour la protéger. Mais de temps en temps, j'aimerais moins m'inquiéter pour elle et la voir s'épanouir un peu plus. Donc, c'est à elle que j'ai envie d'envoyer la petite étincelle. Parce que l'étincelle, vous avez raison, Florence, c'est exactement le bon mot. C'est d'une étincelle naissent les foyers, les feux les plus ardents et les plus beaux. Eh bien, c'est l'étincelle qui fait ça. L'étincelle va peut-être... Mais oui, j'y crois. Attention, je ne suis pas totalement... nous y croyons, on sait que ce sera plus long, que le chemin sera plus long, mais j'ai déjà avant tout confiance en elle, et puis confiance effectivement en la vie qui saura lui montrer, l'éclairer à un moment. Voilà. Il faut espérer. Il faut l'espérer, mais je l'espère très fort. C'est vivre. Bon, alors, nous allons enchaîner. Alors, là, pour le coup... Avec le noir. Avec le noir. Alors, j'ai même plus besoin de... Enfin, là, voilà. Interview noir sur blanc. Là, cette part d'ombre, vos doutes, vos failles. Bon, je les ai évoqués parce que pour moi, c'est intimement mêlé. Mais bon, on va voir. J'ai retrouvé une certaine déclaration que vous aviez faite au journal Le Monde il y a à peu près 15 ans. Et vous disiez être animé par le malheur. Que vouliez-vous dire et diriez-vous la même chose aujourd'hui ? Peut-être pas de la même manière, mais j'ai été... en fait, la difficulté, certains malheurs que j'ai traversés qui sont de l'ordre de l'intime, et je ne peux pas tout raconter, parce que déjà, j'en ai pas envie, et puis parce que je ne crois pas que ça soit utile dans la manière dont on mène notre entretien, là. Mais effectivement, à un moment, je me suis appuyé sur le malheur pour rebondir. J'ai traversé des moments difficiles, et comme je les ai traversés seul, par méconnaissance du fait que des gens étaient susceptibles de m'aider. Bon, je savais l'existence des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, je le savais, l'existence. Mais déjà, j'étais tellement démuni, concrètement parlant, c'est-à-dire j'avais pas un rond. Bruno, est-ce que vous parlez, parce que dans cette interview du Monde, là, pour le coup, vous faites preuve d'une grande sincérité. Vous dites, si vous permettez que je cite vos propos, vous dites, à 24 ans, j'ai connu la misère noire, touché le fond, 2 ans de dépression, l'envie d'en finir. Oui, bien sûr. Quand vous êtes tout seul, qu'il n'y a plus que vous qui croyez en vous. C'est un peu injuste ce que je dis. Mes parents et certains de mes copains croyaient en moi. Mais ils n'avaient pas ils n'avaient pas les moyens de m'aider concrètement pour me sortir de la situation absolument dramatique, à titre personnel, dans laquelle j'étais. J'étais presque... Je vivais presque comme un clodo, quoi. J'avais rien. Et puis, heureusement, j'ai pas sombré dans ni la drogue, ni l'alcool. Bon, je picolais à l'occasion pour
pour retrouver un peu de vigueur. Bah oui. Mais j'ai pas sombré dans des excès qui ont fait qu'effectivement, là, j'aurais terminé comme une loque et tout. C'était la seule résistance qui était la mienne. Mais donc, ce malheur, effectivement, était constitutif de ma renaissance aussi. Parce que c'est en m'appuyant sur ce malheur aussi que je me suis dit, merde, je pense que je vaux mieux que ça. J'ai le droit d'être heureux au même titre que d'autres. Et voilà, et j'ai... Par orgueil, par ignorance, par pudeur, par lâcheté, par aussi, par peur aussi. Je ne suis pas allé m'adresser à des moments, à ceux qui auraient pu m'aider un peu mieux, jusqu'au jour où un m'a aidé vraiment un peu plus. Et par un mot, par un truc qu'il m'a fait vivre, qui m'a fait rire beaucoup, très fort, comme je n'avais plus ri depuis très longtemps, 2-3 ans. Vous pouvez nous dire? Ouais, j'ai ri. Non, je rentrais pas dans les détails, mais il m'a raconté des choses qui m'ont fait rire. Il m'a secoué. Ils m'ont dit, mais enfin, Bruno, quoi, voyons, depuis le temps qu'on se connaît, tu vas pas arrêter de te complaire, parce qu'il y a aussi une certaine complaisance quand on n'est pas bien. Personne peut m'aider, il y a que moi qui sais et tout. Bon, bref, j'étais chiant. Mais et il m'a fait rire, et ce rire a réveillé en moi l'étincelle qui m'a dit, en fait, je crois que je suis plus fait pour ça. Et qui ne l'est pas fait d'ailleurs, pour être heureux, à part ceux qui choisissent de ne pas l'être, mais les ermites, enfin peut-être qu'ils sont heureux les ermites. Mais voilà, moi je me suis dit, je crois que moi, le vrai moi, il est dans ce rire furtif là qui vient de me traverser. Donc bagarre-toi dorénavant pour le rencontrer. Un rire salvateur. Un rire salvateur, et effectivement. Donc, alors, je ne sais pas comment j'ai formulé exactement ça, mais effectivement, le malheur a été... Oui. C'était il y a 15 ans. Ouais. On change. Et donc, attendez, ça a laissé des traces en vous? Cette période de dépression, de cette période où vous étiez aspiré vers le bas? Oui, je reste quelqu'un d'anxieux à certains moments, et puis de... Vous avez la peur en vous? Oui, je reste vigilant. Enfin, la peur en moi, non, pas la peur. Mais une vigilance nécessaire pour ne pas ni m'endormir sur mes lauriers, si tant est que j'en ai jamais eu des lauriers, ni me complaire dans l'autosatisfaction, etc. Je reste toujours très alerte sur l'idée qu'autour de moi et tout... que je peux m'en prendre plein la gueule. Je dois avoir une âme slave, quelque part, je sais pas. Oui, il y a le côté un peu mélancolique. Oui, Dostoïevski. J'ai beaucoup grandi avec Dostoïevski. Enfin, avec les livres de Dostoïevski, parce que je ne l'ai pas connu. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. C'est une histoire d'amour qui vous a détruit? Oh non. Non, pas du tout, non. Non. J'ai eu des histoires d'amour compliquées, mais pas au point qu'elles ne m'amènent vers l'abîme. Pas du tout. J'ai eu des moments chiant, horrible, de disputes, de choses que ne méritent pas le mot amour, qui ne doivent pas aller avec le mot amour, mais rien qui fasse que à un moment... Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est l'incapacité à m'accomplir en tant qu'être humain par rapport à ce que j'avais espéré de la vie. Parce que moi, jusqu'à l'âge de 18 ans... Oui. J'étais parfaitement épanoui et heureux. J'étais entouré de parents cool. Je m'entendais bien avec ma sœur. Je travaillais pas trop mal à l'école. J'avais mes soucis, mes tocs, mes trucs, machin, mais mon ultra-sensibilité, mais qui m'empêchait pas d'avoir des potes, etc. Et puis quand j'ai quitté le foyer, parce qu'à un moment il faut bien le quitter, puis ma mère m'a dit non, c'est gentil, il faut partir maintenant. Et parce que voilà. Et c'est normal. Aujourd'hui on part un peu plus tard, mais je suis parti à 20 ans très exactement. Et à partir de 20 ans, j'ai découvert le monde tel qu'il était, et ça j'étais un peu moins préparé à une certaine violence, à la compétition, à la concurrence. Aux réponses négatives. Aux réponses négatives, exactement. Que vous pouviez obtenir quand vous alliez à des castings. Voilà, et puis pas seulement, et puis même payer son loyer, acheter sa bouffe et tout d'un coup, là, je me retrouvais confronté à ça. Et puis je voulais pas embêter ma maman, ils étaient séparés, mes parents. Je voulais pas embêter ma maman, ni mon papa qui habitait loin maintenant, mais qui était toujours mes parents se sont séparés, mais ils ont jamais divorcé. Ils sont toujours restés unis, toujours jusqu'au bout. Ils étaient extraordinairement complices, amis. Mais pour autant,
Ils n'avaient pas de pépette. Moi, je viens d'un milieu ouvrier et tout. On vivait bien quand nous vivions tous ensemble, mais quand il s'est agi de m'émanciper, j'allais pas les taper. De toute façon, ils n'avaient pas les moyens de me donner ce que j'aurais pu leur taper. Donc, c'est ça, mon malheur. C'est que tout d'un coup, je me suis retrouvé confronté à un quotidien extrêmement gris, sombre, difficile de recherche, le RMI, et puis quand je l'avais, et puis quand je l'avais plus, pas à bouffer et tout. C'est ça qui m'a foutu dedans. Non, l'amour, moi, j'ai toujours voulu être amoureux quand j'étais capable de rendre autant de tendresse que je pouvais. Voilà, je voulais pas être amoureux. Ça peut être un peu lâche de se dire, voilà, je suis pas bien, je vais rencontrer quelqu'un pour aller mieux. Non, il faut. Enfin, en tout cas, c'est pas ma conception de l'amour. Et Bruno Solo, finalement, l'humour, est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour masquer ces fragilités? Ah oui. C'est une arme. Vous les avez masquées, pour le coup. Oui, l'humour, c'est l'arme de construction massive. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la fantaisie, c'est le ciment de l'existence. Bien sûr que l'humour de temps en temps, mais justement, dans cette période-là, c'est longue, de 4-5 ans, je l'avais perdu. Et je vous dis, c'est le rire qui m'a fait revenir à la vie, le fameux rire qui serait le propre de l'humain. Propre de l'homme, parce que je l'avais plus, je ne voyais plus l'ironie des choses, je ne voyais plus comment aborder la vie autrement que par le prisme du malheur. Ouais. Et donc, oui, de temps en temps, je regardais à la fenêtre, je me dis, je serais aussi bien en bas, quoi. Mais je l'ai pas fait. Et je le ferai pas. Je le ferai plus. Et déjà parce que maintenant, je suis plus tout seul. Malgré mon patronyme, Solo, je ne suis plus tout seul. Donc je trouve que ce serait là pour le coup, ce serait un renoncement. Et maintenant, je ne vilipende pas des hommes ou des femmes ou des enfants qui sont à un tel point de désespérance que tout d'un coup, ils lâchent tout en oubliant ceux qui les entourent et le malheur que ça va creuser autour d'eux. Je ne crois pas. C'est quelque chose d'une complexité et personne n'a le droit de juger de celui qui se suicide. Mais en revanche, moi maintenant, tel que je suis construit, vous êtes armé pour... outillé, je ne le ferai pas. J'irai peut-être au bout du malheur et tout, mais je ne le ferai pas, non. Oui. Le suicide, c'est quand même double peine. Sans aucun doute, oui. Sans aucun doute. Vous êtes capable de grande colère, capable tout à coup... Moi ? Vous, oui. Oh, punaise. Des colères anciennes qui vous accompagnent encore ? Même nouvelles, même récentes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui comme ça, peut tout à coup... Moi, je vais raconter des poncifs et des truismes les plus absolus. Mais... L'injustice, le sort des femmes, la manière dont l'autre moitié de l'humanité est soumise à une guerre menée par certains hommes. Le virilisme, le patriarcat tout-puissant, la culture du viol, le fait qu'il y a des pays où naître femme, c'est être quasiment condamné à mort. Je pense à l'Afghanistan, je pense à l'Iran, mais à d'autres pays, à certains coins du Mexique, par exemple, où les femmes sont devenues les victimes. L'Arabie Saoudite. Oui, non, mais ces pays-là, bien entendu, mais je pensais par exemple au Mexique, il y a une fameuse ville où il y a des assassinats de femmes qui sont en fait qui sont des assassinats de terreur pour terroriser la population. Mais c'est aux femmes qu'on s'en prend. Voilà, moi, vous savez, je suis très engagé sur les violences faites aux femmes, mais aussi sur les enfants. Et donc, ça peut provoquer chez moi des colères quand je vois à l'image certaines personnes qui continuent à être là. Je hiérarchise, je sais très bien que celui que je cite, politique, présentateur, tout ça, quand je les vois pérorer ou se présenter, etc., alors qu'ils ont été condamnés pour certains faits, oui, ça peut me mettre dans des rages dingues devant l'écran, dans des colères que j'ai du mal à contrôler. Vous parlez Oui, je parle de Morandini, bien sûr. Bien sûr, à un moment, ça m'a mis en colère. Alors attention, je suis pas en train de dire, il n'y a pas de preuve qu'il a... violé ou un truc comme ça, mais il a été condamné pour harcèlement sexuel, pour tout ça, et qu'il soit encore à l'antenne, qu'il ait l'impudeur lui-même, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, de rester à l'antenne. Donc au moins, voilà, ça y est, il s'en est rendu compte, il est parti. Voilà,
meilleure chose qu'il ait faite depuis longtemps. Mais effectivement, à un moment, le voir là, à l'antenne, je me dis non, quoi. D'ailleurs, voilà, ça a provoqué la colère de Sonia Mabrouk, de Laurence Ferrari, de Pascal Praud. Sonia Mabrouk qui a quitté le groupe. Qui a quitté le groupe, etc. Mais ça faisait un moment quand même que c'était une aberration. Donc oui, bien sûr qu'il y a des choses qui me mettent en colère. Bien sûr qu'il y a des politiques par leurs déclarations qui me mettent en colère. Bien sûr qu'il y a des choses au quotidien qui me mettent en colère. Oui, mais puis en plus, moi, je peux rentrer dans des colères noires qui sont chiantes, ouais, d'ailleurs. Je suis moins soupolé que je ne l'ai été, mais par contre, je peux rester coléreux. Ouais. Ça, c'est un trait de caractère, le côté soupolé qui vous a desservi ou pas? Oui, mais c'est fini, ça. C'est fini maintenant? C'est fini, je ne sais plus. C'est plus quoi? Mais oui, plus je sais pas, dès qu'il y avait quelque chose, effectivement. Mais parce que voilà, quand on a traversé des moments difficiles et que vous renaissez un petit peu de ce qui pourrait être vos cendres, si tant est qu'on puisse appeler ça des cendres, mais que vous remontez un petit peu, vous êtes un peu à fleur de peau, vous êtes fébrile, un peu à fleur de peau. Écorché vif. Et écorché vif, la contrariété, tout d'un coup, vous remue de l'intérieur et tout d'un coup, vous vous agacez sur des choses qui sont dérisoires et grotesques pour les autres. Des fois, moi, combien de fois, quand je m'agace un peu, je vois ma femme qui me dit « Tu te verrais, t'es ridicule ». Calme-toi, t'es ridicule. Je te vois, tu montes dans les tours, t'es ridicule. Voilà. Et vous redescendez du coup? Oui, je redescends. Et elle me l'a appris, voilà. Et donc, elle fait partie de celles et ceux, mais surtout celle, donc elle, qui m'a appris à pondérer, à tempérer un peu mes humeurs. Mais par contre, les colères qui m'emportent et qui me submergent de temps en temps devant la télé, pas devant un spectacle, parce que je choisis d'aller voir les spectacles, donc j'ai pas de raison, à moins que ça soit une triste merde, mais en général, je suis prévenu d'un spectacle que je vais voir. Mais face à des choses, même que je peux voir dans la rue, etc., oui, la colère peut vite monter. Ouais. Ouais. Donc prisonnier quand même de vos humeurs, de certaines humeurs. Pas prisonnier, moi je suis content d'avoir ces humeurs, hein. Je me sens pas prisonnier, je suis content de les laisser éclater. Je ne parle pas de ces coups de colère contre de l'injustice, hein. Je parle quand tout à coup vous grimpez au rideau. Oui, je suis un peu encore... Et vous qui êtes plein d'audace, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir osé aujourd'hui, là, à l'âge que vous avez? Ce que vous dites parfois quand même, Bruno, t'as pas vraiment osé, là, tu t'es pas assez... armé de courage. Non, si j'ai pas osé, c'est que je me sentais pas la force d'y aller. Pour oser, on peut pas y aller à poil quand même. Oser, c'est bien, mais tu peux pas oser en étant complètement démuni. Moi, je ne m'avance pas. Alors ça, c'est peut-être mon côté un peu... Ah ouais, vous vous êtes senti... Ah oui, parfois, vous vous sentez un peu démuni. C'est-à-dire que quand je me sens démuni sur quelque chose, je vais pas oser y aller parce que je sais... Je peux bluffer, moi. Hein, je peux bluffer, mais quand je bluffe... Quand je dis ça, je peux le faire. C'est parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai quelques atouts qui me permettront, au pire, de m'en sortir. Quand vraiment je sens que je n'ai absolument pas les outils, les armes, les moyens, je sais pas, un pet de connaissances, je suis assez admiratif de gens qui disent « je vais y aller, on verra bien ». Moi, je n'ai pas ça quand même. Je ne vais pas y aller, on verra bien. Il faut que je sois un peu préparé, et là j'y vais. Même peu préparé, je peux y aller. Mais autrement, non, peut-être que... Non, là où peut-être que de temps en temps, peut-être mon côté orgueilleux m'a empêché d'oser demander de l'aide. Et ça, je m'en veux aujourd'hui parce que j'aurais pu demander de l'aide, ou même de temps en temps de m'ouvrir une porte, de dire « tu peux pas me brancher avec un tel ou un tel ». Je le fais jamais. Je ne le fais jamais. Je l'ai fait pour des choses futiles ou rien. Disons, tu peux pas m'avoir une place pour le concert, d'accord. Mais tu peux pas demander à tel ou tel de m'appeler pour avoir un rôle. Je ne le fais pas. Ça, non, parce que j'aurais l'impression d'être rentré par la mauvaise porte et d'avoir forcé le truc. Par contre, j'ai eu des audaces dingues. Hein, j'ai bluffé une fois un comédien que vous connaissez bien, que vous avez reçu ici, Lambert Wilson, en lui faisant croire que j'avais été pris sur le même film que lui. Je lui ai dit, parce que j'avais lu le scénario incidemment, c'était un technicien qui devait travailler sur le film, j'étais sur un film, et lui, il a un scénario dans les mains. Je lis le scénario, c'est un scénario de Brigitte Rouen, et je lui dis, Brigitte Rouen, j'adore son cinéma. Elle me dit, tiens, c'est son prochain film, je vais le faire. Ah, d'accord. Il me dit, je peux le lire? Il me dit, je sais pas. Je dis, attends, j'en parle à personne. Je le lis dans la nuit, je lui rends. Ok. Il me dit, je t'ai pas fait lire. Je dis, non, bien sûr.
Et quelques jours plus tard, je croise Lambert Wilson par le hasard d'une rencontre à Bruxelles, où j'habitais à l'époque. Je le croise et je lui dis alors, comment tu vas? On venait de faire Jet Set ensemble. Et je lui dis, comment tu vas? Et tout, ah, bah, t'as vu, machin. Et il me dit, et je lui dis, c'est quoi ton programme? Et ben là, je vais faire le prochain film de Brigitte Rohan. Je dis, ah, moi aussi. Il me dit, ah bon, mais elle m'en a pas parlé. Je dis, ben non, elle t'en a pas parlé parce qu'elle me l'a dit cet après-midi. Et là, il dit, ah putain, c'est super, on va se retrouver et tout. Il passe à autre chose. Et moi, je suis chez moi et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quel con. Dring, dring, dring. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Allô? Oui, bonjour, c'est Brigitte Rohan. Elle a vu mon numéro parce qu'on a toujours le numéro. Elle a demandé à mon agent, Catherine Ménial, à l'époque. Oui, Bruno. Alors, comme ça, vous jouez dans mon film. Même pas le tutoiement un peu qui aurait donné un peu de complicité. Comme ça, vous jouez dans mon prochain film. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, j'ai une bonne inspiration. Je lui dis, écoutez, pour avoir à ce point envie de jouer dans votre film, vous ne pouvez pas passer à côté de moi. Et donc, elle me dit, vous avez raison, voyons-nous demain. Je prends un train, je prends le Thalys et tout, j'arrive à Paris, je passe l'audition et j'ai le rôle. Mais le film s'est jamais fait. Le film s'est jamais fait, ça c'est la vie des projets. Mais voilà, ça, c'est une audace que j'ai eue parce que je savais que le rôle me correspondait, que j'avais les moyens de le faire, que je me sentais... Et donc voilà, de ce point de vue-là, je me suis dit, allez, vas-y mon pote. Donc là, vous vous êtes dit, mais j'aurais jamais admiration devant vous. Voilà, j'aurais jamais osé dire, présente-moi Brigitte Rohan. Bonjour, j'adore votre cinéma, vous préparez quoi en ce moment? Vous n'avez pas un rôle pour moi? Ça, jamais. Ça, je peux pas. Je suis pas le seul, mais je fais partie de ceux qui ne peuvent pas faire ça. Je me sens pas exceptionnel en disant ça. Je fais partie de ces comédiens-là. J'en connais d'autres qui sont... Donc vous ne faites pas des choses contre votre conscience? Si, ça vous arrive? J'ai 62 ans, peut-être que je l'ai fait, donc je me souviens pas de toutes les décisions que j'ai prises, mais en règle générale, c'est un mantra chez moi. Non, je ne vais pas aller... Vous n'êtes pas un peu parfois poursuivi par la mauvaise conscience qui vous parle à l'oreille? Si, bien sûr, bien sûr que j'ai eu parfois mauvaise conscience, d'avoir été justement peut-être un peu vif, ou d'avoir fait preuve d'autoritarisme. J'ai été souvent à l'initiative de projets. En Caméra Café, c'était vraiment... évidemment, c'est notre bébé commun, Alain Capoff, Yvan Le Bolloc et moi, évidemment. Mais la réalité, c'est pas offense de le dire à Alain et Yvan, c'est que sur le plateau, c'était moi, qui était le maître de cérémonie, si j'ose dire. Parce que j'ai les capacités pour le faire, parce que voilà, et puis parce que Yvan a toujours accepté. C'est Yvan qui a inventé le concept, mais après il m'a toujours laissé les clés, et c'est cette confiance commune qui fait aussi qu'on est potes, c'est qu'il savait que j'étais plus à même d'être directeur d'acteur, plus à même de diriger un plateau et tout. Donc, de temps en temps, oui, j'ai une mauvaise conscience d'avoir été... que mon impatience ne soit pas suivie par... vous savez, des fois, vous avez compris quelque chose et vous l'expliquez mal et vous en voulez à ceux qui ne... Excuse-moi, Bruno, j'ai rien compris. Et là, vous agacez et tout. Mais bon, en règle générale, je suis plutôt un bon camarade et j'ai pas la réputation d'être solo, on va pas bosser avec lui, il est fou furieux, ou il est chiant, ou il est injuste, ou il est méchant. Par contre, les gens savent que de temps en temps, je peux monter, mais on me fait vite descendre. Ceux qui savent me font... Bruno, 2 secondes. Et je descends très vite. Je n'insiste pas lorsque je sens que j'ai été côté de la plaque, quoi. Ouais, je suis pas une mauvaise foi qui me submerge non plus au point de... Voilà. Je fais attention quand même. Vous êtes attachant, en fait. Bon, j'en sais rien. Alors... Attachant, c'est qui disait ça? C'était Florence Foresti qui disait attention, non? Je sais plus, elle est jolie cette expression, attachant. Voilà. Alors, Paul Valéry, il a dit une chose très jolie sur le temps. Il en a dit quelques-unes. Celle-ci est jolie, cette phrase. Un jour est une feuille de l'arbre de ta vie. Alors, cher Bruno Solo, le temps qui passe vous oppresse, vous libère ou vous indiffère? Il m'a indifféré, il m'a libéré à partir du moment où Non, il m'a rarement libéré, il m'a indifféré et maintenant il m'oppresse. Il vous oppresse? Oui, je ne vais pas vous mentir. Oui, j'ai conscience du temps de ces fameuses feuilles qui tombent au fur et à mesure et qui font que l'arbre est moins majestueux qu'il ne l'a été. Ça va, vous portez beau, oui, vous êtes vif d'esprit, vous êtes drôle. Oui, mais justement,
Juste, enfin, Oui. beau, vif d'esprit, je veux croire que j'ai une certaine vivacité d'esprit, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que justement, c'est qu'à un moment, qui que nous soyons, à un moment, ce déclin qui s'enclenche à un moment. Alors pas tous, hein. Moi je regardais Edgar Morin, 104 je ans. vois 104 ans. Alors là attends, on va faire une toute petite parce que c'est monté un peu. Non. Ah, pas du tout. Non. Ah, pardon. Et il est toujours vivant, Edgar Morin. Oui, bien voilà. sûr, Bah, c'est ça. évidemment. Bah, Edgar Morin, je vois des gens de temps en temps, des femmes, des hommes s'exprimer. Des gens qui ont l'occasion de se montrer en télévision, ou même des vieux, des vieilles que je croise dans le cadre de mon quotidien, parce que je travaille aussi sur ces sujets-là, parfois. Mais c'est pas la majorité. Et moi, j'ai peur du déclin physique, du déclin intellectuel, de perdre la mémoire notamment, et donc de ne plus pouvoir monter sur scène, parce que je rêverais, moi, comme Michel Bouquet, de monter sur scène jusqu'à mon dernier souffle, d'être au théâtre jusqu'à mon dernier souffle, que quand on fait ce métier et qu'on l'aime passionnément comme moi, on peut l'aimer autant que moi, mais pas plus que moi, ce métier. Autant que moi, ça, on est plein. Mais plus que moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Et donc, ce fameux plus, j'ai peur de le perdre dans des moins penser, être moins vif, de plus avoir la maîtrise de mes gestes, de tout ça. Et ça, oui, donc ça me presse un peu, et j'ai peur de ce déclin. J'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur du déclin. Mais bon, je suis pas le seul. On est beaucoup à être comme ça. Et si toutefois vous perdiez la tête, est-ce que vous voudriez mourir dignement? C'est-à-dire que vous pourriez avoir recours à l'euthanasie si vous étiez tout à titre personnel, oui. Si la souffrance l'emporte sur la conscience de vivre, voilà, et sur ma capacité à continuer à protéger, aimer et parler avec ceux que j'aime, oui, si j'ai le choix, en ayant discuté avec ceux qui m'accompagnent et qui sont encore là, s'ils en sont d'accord, je préférerais partir comme ça. Maintenant, si jamais je devais perdre mes moyens sans passer par ce truc aussi malheureux, aussi douloureux, etc., mais tout simplement plus être capable de me souvenir d'un texte, plus être capable de bouger avec, et ça arrivera. Là, je pense que je ferais comme, vous savez, ces animaux, comme les chats ou certains chiens, je m'isolerais du monde. Je m'isolerais pour ne pas me montrer dans quelque chose qui me... Vous vous isoleriez avec... je m'isolerais. Je m'isolerais avec des aidants. Avec des aidants, et puis avec ceux qui m'aiment, s'ils sont capables, si c'est pas trop douloureux pour eux de le faire. Et je connais bien le sujet, hein, parce que j'ai vu mon père être aidant. J'ai travaillé comme aidant, moi, le temps de... voilà, j'ai voulu savoir ce que c'était qu'être aidant. Donc je sais le poids que ça représente, la charge que ça représente. Et en cela, je ne l'imposerai pas si c'est pas d'un commun accord vraiment réfléchi ensemble. Mais je crois que je m'isolerai, je continuerai pas à vouloir être là devant, puisqu'on fait des métiers où on est susceptible d'être devant. Si tout d'un coup, ça vaut plus le coup, quoi. Et vous avez tendance à regarder un petit peu votre vie dans le rétroviseur? Quelquefois, vous vous surprenez oui, de temps en temps. faire un petit retour en arrière. On fait un métier, vous comme moi, Florence, où de temps en temps, on est confronté. Oh merde, voilà, putain, la tête que j'avais là. En général, on fait ceux qui disent oh, la tête que j'avais, je me ferais faire maintenant. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on était plus jeunes et qu'il y avait plus de temps à passer encore sur Terre. Et puis on fait un métier où effectivement, on est susceptible sans cesse de se voir dans un film, dans une émission. Enfin, vous plus que moi. Hein. Non, mais vous aussi, mais quand même. Non, mais ce que je veux dire, là, le rétroviseur, on nous l'impose de toute façon. Mais moi, regarder dans le rétroviseur, je le fais, mais que pour les jolis moments, pour me dire, oh, ça c'était chouette quand on était parti faire ce voyage, ou quand, voilà, pour ces moments-là, mais pas pour me dire, oh là là, c'est con. J'aurais dû, etc. Non, pour les jolis souvenirs, ouais. Oui. Et alors, la nuit, est-ce que la nuit, vous êtes hanté par certains démons? Oh, j'ai des nuits parfois difficiles. Ah oui, je m'en doutais. J'ai des nuits très différentes. J'ai rarement des nuits qui se ressemblent. J'ai des nuits d'apaisement absolu. J'habite
au cœur presque d'une forêt. Nous habitons au cœur presque d'une forêt. Et le soir, qu'il fasse froid, surtout quand il fait chaud, mais même quand il fait très froid, on en trouve toujours la fenêtre. Donc j'entends la forêt, j'entends la pluie, j'entends le vent dans les arbres, j'entends les oiseaux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une évasion extraordinaire pour moi. Et quand je me projette, parce que j'ai cette faculté-là, depuis que j'ai lu ce roman de Jack London, Le Vagabond des étoiles, de sortir de mon corps, en imaginaire, hein, pas de manière astrale aussi puissante que ceux qui le font vraiment, soi-disant. Mais moi, je me promène dans les bois et tout. Et là, la nuit devient douce et je m'endors en quelques minutes. Et puis de temps en temps, je ne sors pas de mon corps et là, je passe des nuits un peu plus compliquées. Comme je n'ai pas besoin de trop de sommeil, ça m'handicape pas trop. Mais oui, j'ai des nuits. Parce que finalement, la nuit. Les nuits sont quand même le résultat de mes journées. Hein. Il y a des journées qui méritent tellement qu'on leur casse la gueule que la nuit, j'en paye les conséquences. Voilà. Parce que la nuit, finalement, ouvre la porte aux angoisses que le jour tient à distance. Oui, hein oui. Dans le jour, on bluffe. On bluffe toute la journée. Il y a de la lumière, on parle. Et la nuit, on dérouille. Dans la nuit, on fait semblant de... Et les nuits de la pleine lune, Bruno, non, ça, par contre, je sais pas... Alors, vous transformez en loup-garou. En loup-garou, non? J'aimerais bien, punaise. Mais les nuits, je sais pas. Alors, je suis nul sur ces trucs-là. Je suis nul sur les marées, les jours de pleine lune, etc. Ma fille, par exemple, est très sensible. Elle sait que les jours de pleine lune... Oh, le petit rototo qui vient de dire. Les jours de pleine lune, elle dort pas. Ouais. Moi, je crois pas que ça ait une influence. Je m'en suis jamais aperçu. J'ai jamais fait le rapprochement, quoi. Ouais. Mais loup-garou, j'adorerais. Enfin, sans le côté dévorer mes congénères. Mais le loup-garou, je trouve qu'il y a une sorte de puissance, là, le loup qui hurle à la nuit. Puis les films de loup-garou m'ont toujours un peu fait. Les films fantastiques de Terence Fisher de ces années-là, avec celui avec Oliver Reed notamment, m'a toujours fasciné. Ouais, je me trompe pas, hein, en fait. Non, mais ça, vous ne trompez pas. Hein. Donc la mort vous effraie. Hein? Non, la mort, la décrépitude. Ouais. La mort, si on est effrayé par la mort, on ne vit plus. Hein. C'est notre destin, de toute façon. Et vous aimeriez mourir, finalement? Bam! Là! Comme ça, bam. Dans le sommeil? Comme Gérard Darmon, comme il le fait super bien dans LOL, le premier qui sort, là. À un moment, il fait, non, mais moi, en fait, j'aimerais mourir. Il fait comme ça. Okay. Il est fait, mais... tellement bien, mais tellement drôle. Regardez-le, ça. Gérard Darmon qui à choisir. Mais en même temps, c'est un peu égoïste, hein. Parce que vous mourrez comme ça, vous avez eu le temps de rien préparer, de pas préparer les autres et tout. Mais on va pas se mentir, à un moment, on est seul. On a beau être entouré, aimant, aimé, tout ce que vous voulez, etc. Il y a toujours un moment dans nos vies, on le sait tous, on est seul à plein de moments d'ailleurs de notre vie, de notre quotidien. Et donc... quand on rassemble toutes ces pensées et qu'on se dit, bon d'accord, le monde, l'entourage et tout, mais punaise, mais moi, comment je veux mourir? Je veux pas m'en apercevoir. J'ai pas envie de mourir d'une longue maladie, comme chacun. Qu'est-ce qui vous dégoûte le plus dans la mort? Quand on est mort, une fois mort? Mais une fois mort, j'en sais rien, mais en tout cas, j'adorerais être bouffé par des vers. Moi, si je suis mort, par contre, je veux pas être incinéré. Ah oui. Je veux vraiment être enterré, alors dans un cercueil ou à même le sol, je m'en fous. Mais au moins que ma carcasse serve à quelque chose. Donc, voilà, à l'écosystème. Bah, de toute façon, c'est notre fin. Quand on est enterré, à un moment, c'est... C'est écologique, hein. Bah, déjà, c'est pour ça que je dis ça. Et dans quelle tenue vous imaginez? Ça m'en fout aussi complètement. Vous voulez un cercueil un peu bien capitonné? Mais non, parce que je crois pas en mais non, mais pour être à l'aise, pour être confortable. Non, le cercueil le plus simple qui soit. Mais par contre, moi, par exemple, mon père a été incinéré, donc sur des collines au Pays Basque, là, et j'arrive. C'est pas concret, alors que ma maman, elle est dans le petit village, son petit village natal. Dans les Landes, à Saint-Justin, et je serai là, moi, à côté d'elle. Ah. Et j'aime l'idée d'aller discuter avec elle régulièrement. Je fais chaque année mon pèlerinage quand je vais dans les Landes, où je vais très souvent, parce que c'est ma patrie de cœur, et puis c'est mes origines. Et ben, je vais la voir, et on y va avec mes enfants, ma femme, et puis au bout d'un moment, ils s'en vont, ils vont se balader, ils vont, et dans notre maison. Et puis moi, je reste là, et je discute
discute une bonne heure avec elle, mais des conneries, hein. Je lui demande comment elle va. Tiens, en fait, j'ai eu des nouvelles de, tu savais pas que Tartampion, il fait ci, il fait ça. Je m'invente une discussion, voilà, parce que je trouve ça agréable de le faire avec elle. Et ça, il y a quand même que les cimetières qui peuvent t'offrir ça, plutôt que l'urne. Parce que mon père, en plus, il voulait même pas d'urne. Il voulait être vraiment dispersé. On n'a même pas d'urne. Ça, c'est plus dur. Hein. Et donc, vous asseyez sur la tombe ? Non, parce que j'ai quand même le sens du sacré et du ouais. respect quand même si voilà, je dis que je suis athée agnostique, mais je respecte ceux qui ont la foi, je respecte la liturgie, je respecte toutes ces choses-là et le cérémonial de ceux pour qui. Et donc, si quelqu'un arrivait et me voyait assis sur la tombe, je ne ferais pas. Par contre, je m'assieds en face de la tombe, voilà, quand je suis fatigué, je reste debout. En tailleur, par terre. Ouais, par terre, et puis je discute. Et... C'est magnifique. Ouais, enfin, je pense qu'on est quelques-uns à faire ça quand même. Ah, mais pendant une heure, c'est long quand même. Quand je dis une heure, ça peut être une demi-heure, mais et puis j'aime beaucoup, et ça c'est de tout temps, j'ai toujours adoré les cimetières. J'adore la quiétude. Moi aussi, j'aime bien les cimetières. Oui, je trouve ça souvent beau. Il y en a qui sont extraordinairement bien agencés. Je trouve que les arbres, ils poussent magnifiquement parce que justement, ils sont extraordinairement bien nourris par nous. Et je trouve souvent que voilà, les allées, et le petit cimetière de Saint-Justin dans les Landes, cette ville qui est si chère à mon cœur, ce village qui est si cher à mon cœur, quand j'allais voir ma mémé et mon pépé, quand j'étais petit, souvent, je prenais le vélo et j'allais seul dans le cimetière, surtout quand il faisait très chaud et que je touchais les tombes. Les pierres tombales, oui, ouais, quand brûlantes et tout. Elles sont réchauffées par le soleil. Et que je voyais les petits lézards qui se baladaient, qui eux vont voir nos disparus, etc., parce qu'ils s'enfouissent sous les pierres tombales, que je voyais, que j'entendais les cigales, le bruit du vent, parce qu'il y a une grande forêt des Landes tout autour. J'étais toujours... Il y a des cimetières que je trouve très moches, qui sont en bord d'autoroute. Qu'est-ce que j'aimerais pas être enterré dans un cimetière au bord du périph'. Il y en a quelques-uns autour de Paris, du côté de Pantin et tout. Mais un cimetière à la campagne, ou la tombe de Brassens, à Sète, qui donne sur... avec Paul Valéry. Voilà, que je suis allé voir. Cimetière marin. Mais oui, que je suis allé voir, qui est magnifique. Et donc, j'aime beaucoup les cimetières. Ouais. Bon, alors... Ça me met en joie. Eh bien, parce que c'est fini, au moins. Voilà. Au moins, c'est fini. Il n'y a plus de questions à se poser. C'est fini. T'as souffert, t'as pas souffert, je ne sais pas. En tout cas, repose-toi, mon pote ou ma chérie. C'est terminé. C'est pour ça que j'aime bien. Alors, on n'en a pas encore terminé, tous les deux. Je vous soumets ce domino, cher Bruno. Dites-moi... Oh, pardon. Dyspraxique. Dites-moi, ouais. quels sont les chiffres, si ce sont les chiffres pairs ou impairs, qui vous attirent le plus ? J'ai une tendresse pour les chiffres impairs parce qu'ils m'impressionnent plus que les chiffres pairs. Alors ? Parce que je ne sais pas comment les maîtriser. Pair, bon, c'est l'équilibre, tout est stable et tout. Et impair, c'est un peu l'inconnu et la singularité. Ça éveille plus la curiosité qui est ma qualité, seule qualité que je revendique. Donc, on va commencer par le chiffre 1. Ouais. Le chiffre 1 désigne l'unique. Alors, c'est un question-réponse. Hein. À quelle période de votre vie vous êtes-vous senti vraiment unique ? Quand je faisais rire ma sœur, parce que nous partagions la même chambre, elle et moi, et que ma vraie vocation, quand je remonte mes souvenirs, ma vraie vocation, elle est venue quand je faisais nos petits spectacles nocturnes le soir pour faire rire ma petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. C'est joli. Est-ce qu'il y a un moment... Et là, j'étais unique parce que j'étais le seul sur scène et elle était ma seule spectatrice. Et elle me dit oh, « Tu me fais rire, Bruno ». Bon, temps, je l'emmerdais des fois. Mais et là avec le recul, je m'en souviens avec beaucoup d'émotion. Ah, c'est une jolie anecdote. Je lui ai dit à Cathy. Je lui ai dit, t'as été ma première spectatrice. Ma sœur, c'est pas Cathy. Ouais. Ma chouette sœur. Et alors, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes senti profondément seul ? Ah oui, ce qu'on évoquait tout à l'heure, oui, là, et c'est-à-dire, je me sentais seul et c'était égoïste de ma part, cette solitude, parce que j'aurais pu ne pas l'être. Mais j'étais dans une sorte de complaisance. Je kiffais, mais je me complaisais dans un malheur. Je suis seul, il n'y a que moi qui m'en sortirai et tout. Ça, c'est un orgueil mal placé. À ce moment-là, faut avoir le courage de tendre la main et voilà. Plutôt que de se complaire dans la désespérance. Et plus ça allait, moins je trouvais de solutions. Et moins je trouvais de solutions, plus je disais maintenant c'est trop tard. C'est trop tard, ne tends pas la main. Tu l'aurais dû l'attendre avant. Il y a même des gens qui vont dire allez, va te faire voir. J'étais là à un moment, t'as pas voulu m'écouter, va te faire voir. Donc là, oui, je me suis senti extraordinairement seul, même avec moi-même.
J'étais même plus capable, moi, de me dédoubler et de me regarder avec le corps astral et dire « Oh, Bruno, tu fais quoi ?» Non, j'étais là, comme ça, sombre et nul. Le chiffre 3 évoque l'équilibre instable. Ouais. Quelle période de votre vie a été la plus instable? C'est mon chiffre préféré, d'ailleurs. J'ai toujours... Ouais, c'est mon chiffre préféré. Vous me direz pour... Oui. La période la plus instable, c'est celle-là. C'est celle-là. Encore une fois, on y revient. C'est la période la plus instable où j'étais, oui, totalement déséquilibré. Ouais. Et le projet professionnel le plus bancal? Il y en a plein. La liste est longue. On en a eu quelques-uns, Florence. Et c'est pas une professionnelle de longue date comme vous que je vais raconter ça. Vous savez très bien, le plus instable, le plus débile, c'est celui quand, avec Yvan, on a accepté de se retrouver sur France Télévisions. Alors que moi, j'en avais marre, je commençais à faire pas mal de cinéma et je ne voulais plus faire de télé. Et Yvan, qui était moins attiré par l'idée d'être acteur, heureusement, finalement, j'ai réussi à l'amener avec moi, il est devenu comédien. Mais à un moment, il me dit « Non, mais attends, on a encore nos chances en télévision ». Et qu'on a présenté cette émission qui s'appelait « Ça balance », je crois, produite par Claude Nougaro. Une de mes idoles, par Stéphane Collaro. J'ai fait une Nougaro, Collaro. Oui, Stéphane Collaro qui produisait ça et qui n'en avait rien à fiche de nous. On lui avait plus ou moins imposé notre présence et nous, on n'avait pas de complicité avec lui et on faisait cette émission. On allait là-bas comme on allait genre au bureau, quoi, sans vie, sans rien. C'était nul. Ça se voyait. Yvan, il recevait des gens parce que être présentateur, c'est difficile. Parce qu'il faut que vous ayez la même ferveur, la même ardeur pour des gens. Des fois, vous choisissez. Mais de temps en temps, dans une émission de talk-show, on reçoit des gens dont on n'a rien à foutre de leurs chansons, de ce qu'ils ont écrit et tout, parce qu'ils font l'actualité. Oui. La programmateur dit qu'il faut le recevoir. En ce moment, il fait l'actualité. Et quand le présentateur, c'est faire semblant de dire « Alors, j'ai lu, j'ai entendu, c'est génial et tout ». Alors tu le penses pas. Et moi, qui suis un artiste qui choisit mes textes, qui choisit ce que j'ai envie de faire, a priori, c'était compliqué. Et Yvan, je le voyais, il s'emmerdait à 100 sous de l'heure. Et puis de temps en temps, il était hyper enthousiaste avec un autre... je me souviens, un jour, il avait reçu Albert Jacquard. Et on était comme des dingues parce qu'il y avait Albert Jacquard, ce grand généticien, biologiste et tout, et grand penseur. Et puis, j'avais un autre artiste qui était là, je me souviens même plus, mais je l'aurais pas cité, même si je m'en souvenais, mais dont on n'avait rien à foutre, et ça se voyait tellement, c'était pas bien, et ça c'était bancal, et c'était dégueulasse même pour le public. Les gens qui te regardent, ils ont pas envie de savoir, dis bah attends, t'es présentateur, tu reçois tout le monde avec la même déférence. Bien sûr. Voilà, avec le même respect. Et nous, on le faisait pas. Et ça, c'était pas bien. Et je m'en suis voulu d'avoir accepté. Et c'est de la faute d'Yvan. Il me dit, allez, viens, je voulais pas y aller, moi. Bon, c'est le passé. C'est le passé. Alors, le chiffre 5 évoque les 5 sens, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, la vue. Une odeur ou un parfum de l'enfance qui vous revient à l'esprit. La fleur d'oranger. Un goût que vous aimez particulièrement. Le goût... les rillettes. D'accord, salé, quoi. Ouais, j'adore les rillettes. J'adore. C'est mon péché mignon, de porc. Vous en dites des choses dans cette émission. Bruno Solo, les rillettes. Ouais, il n'y a que ça qui va rester, tu vas voir. Un son qui vous ravit. Oh, le bruit du vent dans les arbres. Mais vraiment. Je cours beaucoup, donc je passe ma vie je ne cours jamais avec de la musique. Vous envolez parfois. Ouais. Je cours jamais avec de la musique et j'ai vraiment besoin de sentir d'écouter les bruits de la nature. La matière que vous aimez toucher. Ah, la matière que j'aime toucher. C'est pas de la matière. Non, c'est le poil des chats. C'est la fourrure des chats. Ça, je pourrais laisser mettre des heures. D'ailleurs, elle adore ça, Nana. Il y a Nino et Nana. Mais Nana vient souvent se mettre là quand je regarde la télé ou quand je bouquine. Quand je bouquine, c'est chiant. Là. Je suis obligé de mettre sa main sur son ventre chaud. C'est ce que c'est, moi aussi. C'est extraordinaire. Alors, d'accord, la fourrure. La couleur qui vous va... La fourrure vivante, hein. Oui, bien sûr. Attention, là aussi. Les rillettes et la fourrure. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Il est taré ou quoi? La couleur qui vous va le mieux au teint. Le vert. Elle ne me va pas au teint, mais c'est ma couleur préférée. Puis c'est l'espoir. Oui, puis c'est la nature, c'est les arbres et tout, qui est vraiment la couleur que j'aime le plus, c'est le vert. Et un paysage qui vous attire. La campagne. La campagne, vraiment. Et la campagne, comme la décrivait
Genot, oui, Jean Genet, vous voulez dire? Jean Genet, Ouais. plutôt. Oui. Mais la comtesse de Ségur aussi, vous savez. Et quand j'étais petit, celle qui m'a initié à la grande littérature, même si c'était la comtesse de Ségur, et quand elle décrivait la campagne, cette campagne-là, genre le bruit du ruisseau, les volailles, le bruit de la ferme, genre voilà des moissons qu'on rentre, le chant des oiseaux. J'ai une passion pour la campagne. Il y a des coins de campagne où je peux rester totalement contemplatif pendant des heures. La puissance de la mer, la puissance de la montagne, certes, mais la simple campagne, vous savez. Le jardin aussi. Ah ouais, j'adore. Il faut relire Colette. Hein. Ah ben joli, Colette, j'ai lu. Alors, j'adore Colette. Le chiffre 7 est associé à la spiritualité et la quête intérieure. Alors, 2 questions. Quelle question intime vous taraude encore? Et quelle question professionnelle vous turlupine toujours? Je vais commencer par le professionnel parce que c'est plus facile. Je vais dire que je suis passé à côté peut-être un peu du cinéma. Parce qu'à un moment, le cinéma qu'on me proposait, j'avais plus envie de le faire. Et le cinéma que j'avais très envie de faire, on ne me le proposait pas. Et on me le propose d'ailleurs jamais. Je parle du cinéma. Oui. En télévision, au théâtre, j'ai beaucoup de chance, mes émissions d'histoire et tout. Voilà. Mais c'est vrai que je me dis, j'espère qu'à un moment, une réalisatrice, un réalisateur va se dire, tiens, fais voir là, il est pas mal lui. Tiens, il serait pas mal pour ce rôle. Et j'aimerais bien revenir au cinéma avec un film qui me plaît. Bon, peut-être qu'à un moment, j'ai refusé des choses, j'aurais pas dû. J'ai refusé des films, donc je dis, c'est bon, je les ai déjà fait, ça, etc. Et que j'aurais pas dû, parce que c'est un peu snob, peut-être, ou que j'ai eu tort et qu'il faut pas réagir comme ça. Donc voilà, ça me turlupine. Je me dis, est-ce qu'à un moment, les gens qui font du cinéma auront à nouveau envie de... Certainement. Non, il n'y a pas de certitude dans ce métier, vraiment. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Mais bon, par contre, maintenant, l'autre... La question intime qui vous taraude encore. Je m'en doutais. Joker. Je me cache derrière la commedia dell'arte. Si. Voilà. Va bene. Voilà. J'aurais pu inventer quelque chose, mais je n'y tiens pas. Le chiffre 9 est associé à la fin d'un cycle. À quel moment de votre vie un chapitre s'est-il refermé? À la mort de mes parents. Je suis tellement triste d'être orphelin. Oui. Je les aimais. Nous les aimions tellement. C'était des gens remarquables, mes parents. Mon père, c'était un homme injuste. Vraiment un homme qui avait une sorte de présence. Il connaît tous les gens qu'il fréquentait. Il me disait, Jacques. Et Jackie, Jackie. Voilà, c'était ça. Jacques. Et puis Jackie. Mes parents, ils inspiraient ça. Bon, ils avaient leurs défauts, etc. Évidemment, je fais pas de... Mais je sais que ma sœur et moi, on a été... ça m'a totalement fracassé. Et terrassé. Encore aujourd'hui, terrassé, ouais. Terrassé. C'était trop tôt. Papa, il est parti du jour au lendemain. Ouais. Il est d'une rupture d'anévrisme. Le lundi, il était vivant. Le mardi, il a sombré. Et 8 jours plus tard, il est mort. Ma maman est partie... un an après. 9 mois après, en souffrant beaucoup. Je l'ai vu décliner petit à petit. J'ai pris la main et tout. Non, c'était trop tôt. Maman, elle avait 79 ans. Papa, il avait 81 ans. Ah là là, oui. Et puis, ils étaient vivants. Mon père, il fumait pas, il buvait pas, il était alerte, voilà, il s'intéressait à plein de trucs, il était curieux, il voyageait, on avait des échanges toujours, maman pareil. Non, ça m'a fait chier, quoi. C'est dégueulasse. Un malheur dont vous ne vous êtes pas remis, toujours pas. Il faut bien, parce qu'il faut continuer à vivre pour soi et pour les autres. Et surtout quand vous avez une famille et des gens qui comptent sur vous. Et que vous comptez sur eux, parce que voilà, ça va dans les deux sens. Mais ouais, c'est un manque. Ouais, je trouvais ça trop tôt. J'étais pas. Comme tant d'hommes d'orphelins à travers le monde, voilà, ça va faire sûrement écho à des gens qui nous écoutent, qui vont se dire oui, moi pareil. Et la chance qu'on a, en revanche, enfin la chance que j'ai,
c'est que souvent j'évoque leur mémoire parce que comme je fais ce métier et que la question m'est parfois posée ou que moi tout d'un coup j'ai envie d'en parler, voilà, je les fais vivre au travers de l'hommage que je rends à la femme et à l'homme qu'ils étaient. Ce qui n'est pas le cas de certaines personnes quand ils perdent leur être cher. Ils sont seuls avec leur malheur et ils en parlent voilà comme ça, mais voilà, il faut qu'ils aillent au boulot, ils sont derrière un guichet, derrière un bureau, derrière leur comptoir, je ne sais pas, enfin qu'ils font un métier où ils sont pas à même de communiquer comme nous on peut le faire, nous les artistes et notamment les comédiennes et les comédiens, et donc ils sont là et ils doivent répondre à quelqu'un qui mais vous pourriez me répondre et tout, bah oui mais j'ai perdu ma maman il y a 2 semaines. Bah oui, je sais, monsieur, mais moi, je fais la queue depuis 1 heure. Tu vois ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que nous, tout d'un coup, on peut se poser. D'ailleurs, quand je perdais mon père, j'étais en train de jouer un homme qui perdait son père au théâtre. Une pièce s'appelait Baby avec Isabelle Carré, au théâtre de l'Atelier. Et ben, dans cette pièce, j'évoquais un homme, enfin, je jouais un homme qui venait de perdre son père. Mais le fait de jouer un homme qui perd, ça me permettait de me camoufler derrière ce personnage, et en fait ça me donnait l'espace de 2 heures, voilà, je m'échappais, je m'évadais, voilà, bon, quand le rideau tombait, j'étais rattrapé par cette réalité, mais quand même, on fait des métiers où de temps en temps on peut se dissimuler vers la douleur d'un autre, ou aussi parler de notre douleur à ceux qui veulent bien nous écouter. Après, il y a des gens que ça n'intéresse peut-être pas, mais ceux pour qui ça fait un écho, eh ben, je me dis, on a cette chance-là. Mais ouais, ça, oui, il faut faire, ça a été terrible. Il faut faire vivre intérieurement ceux qu'on a perdus, les êtres qu'on a aimés, et pas seulement évoquer leur vie au moment des dates anniversaires. Oui. Parce que oui, vous avez raison, Florence, c'est exactement ça. L'au-delà est au-dedans, c'est ce qu'a dit un monsieur qui s'appelait Maurice Zindel, et qui était prêtre suisse sur les années 60, et il était qualifié de génie mystique par le pape Paul VI. D'accord. Et voilà, cette phrase, l'au-delà est au-delà, qui est compliquée, hein, mais compliqué, faire vivre, j'entends. Les êtres morts, mais ils sont tous, ils sont là, ils sont à l'intérieur, oui, bien sûr, c'est vrai. On va sauter du chiffre 9 au chiffre 13. Le chiffre 13 est lié à la superstition. Est-ce que vous êtes superstitieux ou pas ? De temps en temps, j'ai des trucs comme ça. Je me souviens un jour avoir pris un train. Bon, si ça avait été urgent, j'aurais jamais fait ça. Et m'avoir oublié mon alliance à la maison. Et donc vous êtes retourné à la maison ? Je suis retourné à la maison. Alors le train était tout près de la maison, parce qu'à ce moment-là, j'habitais près d'une gare. Donc, et je suis retourné à la maison, je me suis dit, il me manque un truc là. Et indépendamment de ce que ça représente, effectivement, voilà, mais je suis toujours en train de la toucher, etc. Et là, voilà, je me dis, est-ce que c'est de la superstition ou pas ? Mais en règle générale, non. Je vois 13. C'est la preuve d'une grande fidélité, d'un grand amour à l'égard de celle qui vit avec vous. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui l'auraient peut-être laissé... Oui, ou qui la perdent au mauvais moment. Oui, c'est ça. Ou au mauvais endroit. Bon, allez, on termine cette séquence père ou impair avec cette dernière question. Si vous étiez un chiffre impair, quel chiffre choisiriez-vous le 3. Vous représenter ? Le 3. Parce que ? Je ne sais pas pourquoi ce chiffre m'a toujours fasciné. C'est le côté instable. Hein, mais en même temps, c'est le chiffre impair le plus équilibré. Parce qu'il y a un au milieu et de chaque côté, voilà, donc on peut passer de l'un, si on le prend le chiffre 3, il est où le chiffre 3 ? Voilà, on peut passer, voilà, il suffit que je le cherche, je ne trouve pas. D'un côté, il peut y avoir vos parents. Oui, vous êtes au milieu, vous pouvez vous approcher de l'un, vous approcher de l'autre. À partir de 5, ça devient un peu plus sophistiqué, le 1, bon, il y a un tout seul. À partir de 5, donc 1, 3, 5, là on est dans des chiffres beaucoup plus compliqués où il y a beaucoup plus de monde. Voilà, 3, ça reste une sorte de déséquilibre, mais envisageable. Voilà. Et je trouve que d'ailleurs, ma mémé, elle avait un trépied pour traire les vaches. Et ça me fascinait qu'elle trouve l'équilibre sur un trépied. Les tabourets pour traire les vaches, ce ne sont pas des tabourets à 4... voilà. Et c'est rare d'avoir des trucs à 3 pieds. Voilà. Et ben ça, le trépied, ça marche bien. C'est le dernier équilibre qui marche un peu. Le dernier déséquilibre sur lequel on peut s'appuyer. Bah justement, vous avez essayé de traire une vache comme bien ça sûr. sur un... Ah, très bien. Bien sûr. Elle me le faisait faire. J'ai déjà traité les vaches. Alors, Mister 3... Vous m'avez pas demandé si j'ai réussi, mais je l'ai fait en tout cas. Vous n'avez pas réussi ? C'est difficile, mais j'ai réussi à sortir un petit pissou à un moment comme ça. Allez, on va terminer l'émission par cette séquence. Sur les rillettes. Hasard ou destin ? Ah oui. Car dans un jeu de domino, on pioche finalement les pièces et elles s'enchaînent. Ouais, bien sûr. N'est-ce pas ?
Mais c'est un peu l'illusion du hasard, hein. Il y a de la stratégie dans le domino quand Bien même. sûr. Et en fait, on les pioche et tout s'enchaîne comme si la vie était l'œuvre à la fois du hasard et du destin. Alors, sieur Bruno Solo, si un jeune, question-réponse là encore, si un jeune acteur vous demande aujourd'hui s'il faut croire au destin ou au hasard, que lui répondez-vous? Qu'il croit en son destin. D'accord. Mais le métier d'acteur, est-ce que c'est pas une façon de défier quand même le destin? Si, bien sûr. Oui, c'est le meilleur moyen de sortir du déterminisme dans lequel certains voudraient nous enfermer, puisque, a priori, on a la possibilité de jouer d'autres vies que la sienne. C'est toujours par hasard qu'on accomplit son destin. Cette phrase, c'est l'écrivain et dramaturge Marcel Achard qui l'a déclaré, qui l'a proféré. D'accord? Pas d'accord? Redites-la moi. C'est toujours par hasard qu'on accomplit son destin. Ah ouais. Oui, c'est sans aucun doute vrai. C'est sans aucun doute vrai que c'est très prétentieux de s'imaginer un destin et que parfois, celui qu'on s'était imaginé est totalement différent de celui que vous accomplissez. Donc, d'un coup, c'est le hasard qui vous met sur une autre voie. C'est juste. C'est bien hein, que les grands y pensent pour nous, des fois. On aurait été incapable de dire un truc pareil. Enfin, moi, en tout cas. Quand vous avez incarné Pierre Mendès France dans un téléfilm, est-ce que vous vous êtes dit, c'est le hasard? Ou alors c'est un signe du destin qui est lié à votre passion pour les grands hommes de l'histoire de France? Sans le savoir, j'ai provoqué cela parce que j'en avais parlé dans une émission et que le réalisateur Laurent Heinemann s'est dit tiens, puisqu'il aime bien Mendès France, on va lui proposer le... Mais c'est le hasard d'une discussion. Je ne n'imaginais pas en le disant que ça susciterait quelque chose. Mais ce hasard a provoqué quelque chose qui est devenu mon destin le temps d'un film. Ça vous a ému de vous glisser dans le costume de Pierre Mendès France? Ah, mais à un point que vous n'imaginez pas. D'ailleurs, c'était un des grands moments, un des grands souvenirs avec mon papa, le moment où je lui annonce, mon père qui avait les mots, en général, qui venaient assez facilement quand nous échangions, etc. Enfin, en général, tout le temps même, qui pouvait être aussi volubile comme moi, j'ai un peu hérité de ça. Je me souviens que le jour où j'ai dit « Ah, papa, tiens, je t'ai pas dit, je vais jouer Pierre Mendès France ». Mon père, il a fait ça. Mais dis donc, mais oui, mais, dis donc, mais là, attention, Pierre Mendès France, comme s'il avait plus les mots, il était en même temps fier, en même temps, quelle responsabilité, en même temps, c'est à mon fils qu'on a confié ça. Oui, j'ai rarement vu mon père aussi déstabilisé et aussi heureux de m'entendre dire que j'avais obtenu un rôle. Et vraiment, je le vois encore devant moi en train de faire ça. Mais dis donc, mais là, c'était drôle. C'était drôle. Et y a-t-il eu dans votre parcours une rencontre ou une opportunité qui, avec le recul, vous semble être un rendez-vous du destin? Vous êtes maligne, Florence, vous le savez très bien. Oui, bien sûr. Je rencontre Yvan. Ouais, c'est... Et ce jour, en plus, le jour où je le rencontre, je ne dois pas le rencontrer. Parce que je refuse 3 fois à la fille qui m'avait... j'étais figurant dans des émissions où je faisais la claque pour gagner un peu ma vie. En plus de... j'étais élève comédien, je ramais et tout. Et comme beaucoup, je faisais un peu de figuration. Et avec Alain Bouzik, d'ailleurs. Et comédien qui jouera plus tard Philippe dans la série Caméra Café, l'informaticien sexuel, qui est un de mes plus vieux copain, qui est mon grand ami. Bon, bref, je me retrouve là, alors que la fille me dit « Bruno, je t'en prie, tu dis non à cette émission, parce que c'était mal payé, c'était debout, enfin, c'était Ardisson, et ça durait des heures. Et donc, on voulait pas y aller. Tous les figurants qui faisions d'habitude, les Sabatiers, les trucs, on était assis avec un petit billet de 150 francs et tout, parce que c'était encore des francs, on n'avait pas envie de la faire. Et moi, je dis non 3 fois de suite, et puis finalement, parce qu'elle me dit « Bruno, écoute, je t'ai rendu souvent service, rends-moi ce service. » Bon, d'accord, je viens. Je viens, Yvan me remarque, Ardisson dit « Les longs, vous êtes bien tous les deux là ?» Et ça vous dirait pas de faire un duo? Et voilà. Et donc Yvan, qui a un gros gâteau, on lui demande de le partager avec quelqu'un qu'il a jamais vu. J'aurais pu être un petit con qui l'aurait poussé dans l'ornière au bout de 3 émissions et tout. Parce que j'ai du caractère, il en a aussi. Mais ce que je voulais dire, il a tout de suite vu que j'avais du caractère. Il se dit merde, attends, j'ai un gâteau, on me demande de le partager avec un mec que je connais pas. Non. Eh ben il dit oui. Voilà. Et l'histoire commence. Il dit oui, donc voilà, ça je suis éternellement reconnaissant. Et l'histoire commence. Et notre histoire commence. Est-ce que le hasard, finalement, c'est pas aussi une manière de continuer à s'émerveiller de la vie? Ah oui.
Ah bah oui, se laisser guider c'est chiant. Être aveuglé par le phare, c'est pénible. Mais le hasard, c'est ce qui éclaire votre vie. Moi, j'adore les éclaireurs. J'adore l'idée d'éclairer. J'adore qu'on m'éclaire. C'est plusieurs propositions. Donc, le hasard, c'est plusieurs chemins. Donc, bien entendu que c'est essentiel à notre cheminement, ouais, je le pense. Ouais. On va terminer avec une question sur la France. La France, madame. Ouais. Est-ce que vous pensez que notre pays a un destin? Bah oui. Une destinée. Une destinée, oui, de revenir le pays des Lumières qu'il a été censé incarner et qu'il incarne encore dans l'esprit de tant de gens. Donc ne détruisons pas cette étincelle dont vous parliez. Il y a des gens dans le monde entier qui disent mais la France, nom de nom. C'est le pays, voilà, des libertés, des droits de l'homme, des droits de la femme, voilà. Donc dans 20 ans, la France, vous la voyez à nouveau lumineuse. Ça, c'est autre chose. Dans 20 ans. Dans 20 ans, déjà, je mangerai ma langue et j'aurai une petite poche sur le côté. Et puis, quelle horreur. Mais dans 20 ans, j'espère que la France sera à la hauteur de ce qu'elle mérite. Mais il y a des jours où, effectivement, la France et le monde en général, les nations ont tendance à disparaître. Mais par contre, l'esprit des nations, l'esprit des Lumières doit perdurer. Donc j'espère que la France sera à la hauteur de ce qu'elle incarne. Et dites-moi, vous qui êtes un homme de gauche, vous craignez que l'extrême droite gagne la présidentielle de 2027 ? Tout autant qu'une certaine extrême gauche, oui. Enfin, tout autant. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que la gauche que j'idéalise est rattrapée par des idéologues qui m'ennuient. Moi, ce que j'aime, c'est les idées. Les hommes qui les portent, des fois, me déçoivent. Les hommes ou les femmes, mais plus souvent les hommes, qui portent certaines idées me déçoivent une fois qu'ils sont à l'aune du pouvoir. Et donc, voilà. Mais en revanche, quelque chose contre lequel, évidemment, par rapport à la culture, l'éducation que j'ai reçue, mon cheminement, l'héritage de mes parents, mon père, prolo, etc., pas coco, mais prolo, rien contre les cocos, c'est pas ça que je veux dire, enfin... Ouais. Pas les communistes des années 70 de marché soumis à Staline enfin soumis au régime soviétique, mais je veux dire les communistes qui étaient dans la rue là, qui vendaient l'humanité, les parents de Ivan par exemple, tout ça, ceux-là c'est quelqu'un qui avait une conscience de la belle idée qu'a été le communisme. Ouais, ça c'est le meilleur truc. Le communisme a été une extraordinaire idée et qui a été dévoyé par ceux qui s'en sont emparés et qui en ont fait un fascisme, enfin un fascisme communiste. Et ben ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai très peur évidemment de l'extrême droite. J'ai très peur de la fin du service public, de l'idée qu'on réprime les libertés, qu'on dise que tel citoyen est plus valable qu'un autre, qu'on pense que par exemple les femmes, vous êtes sympa, mais genre le droit des femmes, on en parlera plus tard. Il y a des choses plus importantes. Voilà, je crains effectivement énormément l'arrivée de l'extrême droite, mais aussi d'une certaine gauche au pouvoir. D'accord. Je voudrais qu'on reprenne un peu nos esprits et qu'il y ait une droite républicaine et une gauche républicaine qui s'affrontent et qu'on continue à être dans ce schéma. Vous parliez de l'extrême droite. Si l'extrême droite gagne en 2027, est-ce que ça veut dire que vous seriez prêt à quitter la France ? Vous pourriez quitter la France ? Non, ce serait un acte... J'aurais une comment dire j'aurais une tendance à me dire je vais aller voir ailleurs, en Belgique notamment, qui est mon pays de cœur. Oui. Mais bon, en Belgique... elle est vivace aussi, l'extrême droite, en Italie, partout en Hongrie, en Europe. Partout en Europe. Donc, au Portugal, elle a failli passer. Moi qui ai vécu le Portugal à 10 ans, qui suis allé au Portugal pour voir la révolution de l'intérieur avec mes parents, la révolution des yeux avec papa, maman et Cathy. Donc, ça m'a fait mal. Bon. Donc, vous resteriez en France. Bien sûr, s'il y a un moment, il faut se bagarrer dans les idées. Il faut se bagarrer sur le terrain, il ne faut pas avoir la lâcheté de se dire je me casse. Puis en plus, c'est un privilège de classe de pouvoir se casser, parce que tout le monde ne peut pas partir. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, quoi. Donc, autant rester avec ceux qui sont susceptibles de résister. C'est ce que vous dirait votre père, probablement. Bien sûr qu'il me dirait ça. Donc, extrême droite ou extrême gauche ? Ouais. Et ça veut dire que vous prendrez candidat en tant qu'artiste pour un... Non, je ne l'ai jamais fait. On a eu beau me dire « vous avez soutenu ». J'ai soutenu des idées, parfois, qui me semblaient en résonance avec ma vision et les valeurs fondamentales qui font le monde. Mais en revanche, monter sur l'estrade avec un candidat, quel qu'il soit, ça, c'est impossible. Et soutenir, dans un meeting, être dans un meeting, je le ferai pas. Je l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai soutenu des idées à un moment, et puis celui que j'avais soutenu, à mon goût,
trahi certains idéaux. Parce que les idéologues trahissent les idéaux, à mon avis. Voilà. Qui aviez-vous soutenu? Oui, j'avais soutenu Mélenchon à un moment. Ah oui, c'est ça. Oui, Mélenchon, à un moment, son discours sur l'écologie, sur les femmes, sur la justice sociale, sur la 6ème République, sur une certaine idée du partage des richesses et tout, je le trouvais cohérent. En plus, il est brillant, il est éloquent, il est cultivé. Je me suis fait un peu avoir. Ouais. Et aujourd'hui, je vois que quand Ruffin, Garrido, Corbière, Clémentine Autain lui résistent, il fait des purges staliniennes et il les vire du parti. Avec le soutien en plus d'autres membres du parti qui disent tu nous as trahis, va-t'en. Mais attends, c'est quoi ça? Ça c'est justement, ça me fait penser à la Russie que j'ai connue, parce que moi je suis vieux maintenant, je m'en souviens moi des procès staliniens et tout, comme on en parlait, les films. J'ai vu moi le Z de Costa Gavras, l'aveu de Costa Gavras. On sait ce que c'est. Et donc là, moi quand j'ai vu ça, je me dis stop. Et puis après il y a eu le 7 octobre. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas qui pourrait être vraiment représenter la France? En tout cas, les deux qui sont susceptibles d'être au deuxième tour aujourd'hui, tels que les politologues avertis, et je parle souvent avec eux quand je les croise dans des émissions, etc., les deux qui sont susceptibles d'arriver au deuxième tour, moi je dis vive le vote blanc. Que le vote blanc soit pris en compte et qui montre véritablement le trouble qui s'empare de beaucoup d'électeurs face à deux choix qui me semblent pas, à moi en tout cas, des choix démocratiques. Vous êtes un vrai défenseur, un promoteur du vote blanc. Je sais pas que le vote blanc c'est quand même une défaite quelque part. Mais en tout cas, ne pas en tenir compte, c'est une défaite de voter blanc, de se dire il y a personne qui incarne ce que j'ai envie de voir dans notre société. Mais non de non, si en tout cas il devrait être pris en compte, si jamais à un moment on est avec deux gars là, ou une fille et un gars, je ne sais pas, en fonction de ce qui va se passer, j'ai envie de dire mais prenez compte du vote blanc, regardez le nombre de gens qui sont insatisfaits, c'est cela qu'il faut écouter, cette fameuse majorité silencieuse. Donc oui, si je dois me battre pour un vote, ce sera pour le vote blanc, si tant est qu'au deuxième tour, je ne choisisse pas entre Charib et Silla. Enfin, une dernière question. Le président ukrainien Zelensky était acteur, scénariste, producteur, avant d'être élu. Ouais. Et il jouait un président de la République en plus. Ouais, vous êtes vous-même acteur, scénariste et producteur. Est-ce que vous voyez un destin à la Zelensky? Mais alors déjà, un destin à la Zelensky comme président, pas du tout. Et puis un destin aussi tourmenté et trouble et difficile qu'il est en train de vivre en ce moment, en étant le président d'un pays agressé, vivant sous les bombes, etc., et devant soutenir... vraiment, je me le souhaite pas, non? Et si j'étais dans un pays en paix, etc., mais un homme politique, mais jamais de la vie. Ouais. J'adore trop la politique pour devenir un homme politique. Mais j'ai un immense respect pour la politique. Et pour beaucoup de politiques. Pour beaucoup de femmes et d'hommes politiques. Hein, c'est quand même... Simone Veil, elle a fait bouger les lignes. Voilà. Oui. Pour parler de quelqu'un. Donc, et ça, c'est la politique qui a pu faire les choses. Gisèle Halimi a fait un procès où elle a gagné un procès où elle a fait acquitter des femmes qui avaient avorté, le fameux procès de Bobigny. Oui. Mais après, pour concrétiser ça dans les lois et dans notre vie quotidienne, c'est Simone Veil. Donc les politiques, ils sont utiles. Il y a les lanceurs d'alerte. Et après, quand les politiques, ils sont dignes de ce nom, ils récupèrent des choses, ils récupèrent des éléments essentiels et ils font que la société change. Donc faisons confiance aux politiques et que eux-mêmes arrêtent de se fourvoyer comme certains. Heureusement, il en reste quelques-uns. Vous ne donnerez pas les noms. Non. Il y a eu Mendès France. C'est marrant d'ailleurs. Hein. Celui qui incarne le mieux une gauche que moi je revendique, il s'appelle Mendès France. Et celui qui incarne le mieux une droite que je trouve digne... Anatole France. Non, c'est De Gaulle. Il y en a un qui s'appelle Gaulle, l'autre qui s'appelle France. Et c'est deux incarnations d'une droite d'une immense dignité, quand même, Charles de Gaulle, voilà. Et de l'autre côté, Mendès France. C'est étonnant, quand même. Ça, c'est... Voilà. Alors ça, je suis peut-être un signe, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça m'a toujours interpellé, ça. On va se quitter. Bah ouais. Bruno Solo. Il y a de bonnes compagnies qui ne se quittent. On a été émus, vous nous avez fait rire, vous avez été grave, par moments, profond, drôle. J'y étais, moi.
Voilà, vous avez été Bruno Solo. Oui, j'espère. Et alors, les spectateurs peuvent vous retrouver de mes petites possibilités. Et les spectateurs peuvent vous retrouver sur France 5. Hein, Oui. voilà, dans vos émissions d'histoire. Voilà, mon livre aussi, qui est sorti en poche il n'y a pas longtemps, Le Voyageur d'Histoire, où je me balade dans les couloirs du temps à la rencontre de personnages qui ont marqué mon existence, de Rabelais à Cléopâtre, à la comtesse de Ségur, en passant par Aristide Brillat-Savarin. Et je me fais contemporain l'espace d'une journée avec eux, sans qu'ils sachent que je viens du futur. Et je vis avec eux comme un disciple, un commis, un voisin. Voilà. Donc on peut s'endormir avec Bruno Solo le soir. Avec votre Avec livre. mon bouquin en plus, c'est plus sûr, parce que j'aurai pas le temps de passer chez tout le monde. Merci Bruno Solo. Salut, merci Florence. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Domino, l'émission qui va au-delà des mots.